Chapitre 66. Projet de mariage. Le lendemain de cette scène, à l'heure que Debray avait coutume de choisir pour venir faire, en allant à son bureau, une petite visite à mme danglars, son coupé ne parut pas dans la cour. À cette heure-là, c'est-à-dire vers midi et demi, mme danglars demanda sa voiture et sortit. Danglars, placé derrière un rideau, avait guetté cette sortie qui l'attendait. Il donna l'ordre qu'on le prévînt aussitôt que madame reparaîtrait. Mais à 2 heures, elle n'était pas rentrée. À 2 heures, il demanda ses chevaux, se rendit à la chambre et se fit inscrire pour parler contre le budget. De midi à 2 heures, danglars était resté à son cabinet, décachetant ses dépêches, s'assombrissant de plus en plus, entassant chiffre sur chiffre et recevant entre autres visites celle du major Cavalcanti, qui, toujours aussi bleu, aussi raide et aussi exact, se présenta à l'heure annoncée la veille pour terminer son affaire avec le banquier. En sortant de la chambre, danglars, qui avait donné de violentes marques d'agitation pendant la séance et qui surtout avait été plus acerbe que jamais contre le ministère, remonta dans sa voiture et ordonna au cocher de le conduire avenue des Champs-Élysées, numéro 30. Monte Cristo était chez lui. Seulement, il était avec quelqu'un, et il priait danglars d'attendre un instant au salon. Pendant que le banquier attendait, la porte s'ouvrit, et il vit entrer un homme habillé en abbé, qui, au lieu d'attendre comme lui, plus familier que lui sans doute dans la maison, le salua, entra dans l'intérieur des appartements et disparut. Un instant après, la porte par laquelle le prêtre était entré se rouvrit, et Monte Cristo parut. Pardon, dit-il, cher baron, mais un de mes bons amis, l'abbé Busoni, que vous avez pu voir passer, vient d'arriver à Paris. Il y avait fort longtemps que nous étions séparés, et je n'ai pas eu le courage de le quitter tout aussitôt. J'espère qu'en faveur du motif, vous m'excuserez de vous avoir fait attendre. Comment donc, dit danglars, c'est tout simple, c'est moi qui ai mal pris mon moment, et je vais me retirer. Point du tout. Asseyez-vous donc, au contraire. Mais bon Dieu, qu'avez-vous donc? Vous avez l'air tout soucieux. En vérité, vous m'effrayez. Un capitaliste chagrin est comme les comètes. Il présage toujours quelque grand malheur au monde. J'ai, mon cher monsieur, dit danglars, que la mauvaise chance est sur moi depuis quelques jours, et que je n'apprends que des sinistres. Ah, mon Dieu, dit Monte Cristo, est-ce que vous avez eu une rechute à la bourse? Non, j'en suis guéri, pour quelques jours du moins. Il s'agit tout bonnement pour moi d'une banqueroute à Trieste. Vraiment? Est-ce que votre banqueroutier serait par hasard Jacopo Manfredi? Justement. Figurez-vous un homme qui faisait, depuis je ne sais combien de temps, pour 8 ou 900 000 francs par an d'affaires avec moi. Jamais un mécompte, jamais un retard. Un gaillard qui payait comme un prince, qui paie. Je me mets en avance d'1 million avec lui, et ne voilà-t-il pas mon diable de Jacopo Manfredi qui suspend ses paiements? En vérité, c'est une fatalité inouïe. Je tire sur lui 600 000 livres qui me reviennent impayées, et de plus, je suis encore porteur de 400 000 francs de lettres de change signées par lui et payables fin courant chez son correspondant de Paris. Nous sommes le 30, j'en vois toucher. Ah, bien oui, le correspondant a disparu. Avec mon affaire d'Espagne, cela me fait une gentille fin de mois. Mais est-ce vraiment une perte, votre affaire d'Espagne? Certainement. 700 000 francs hors de ma caisse, rien que cela. Comment diable avez-vous fait une pareille école, vous, un vieux loup-cervier? Ah, c'est la faute de ma femme. Elle a rêvé que Don Carlos était rentré en Espagne. Elle croit aux rêves. C'est du magnétisme, dit-elle. Et quand elle rêve une chose, cette chose, à ce qu'elle assure, doit infailliblement arriver. Sur sa conviction, je lui permets de jouer. Elle a sa cassette et son argent de change, elle joue et elle perd. Il est vrai que ce n'est pas mon argent, mais le sien qu'elle joue. Cependant, n'importe, vous comprendrez que lorsque 700 000 francs sortent de la poche de la femme, le mari s'en aperçoit toujours bien un peu. Comment? Vous ne saviez pas cela? Mais la chose a fait un bruit énorme. Si fait. J'en avais entendu parler, mais j'ignorais les détails. Puis je suis on ne peut plus ignorant de toutes ces affaires de bourse.
Vous ne jouez donc pas? Moi! Et comment voulez-vous que je joue? Moi qui ai déjà tant de peine à régler mes revenus, je serais forcé, outre mon intendant, de prendre encore un commis et un garçon de caisse. Mais à propos d'Espagne, il me semble que la baronne n'avait pas tout à fait rêvé l'histoire de la rentrée de Don Carlos. Les journaux n'ont-ils pas dit quelque chose de cela? Vous croyez donc aux journaux, vous? Moi, pas le moins du monde. Mais il me semble que cet honnête messager faisait exception à la règle, et qu'il n'annonçait que les nouvelles certaines, les nouvelles télégraphiques. Eh bien, voilà ce qui est inexplicable, reprit Danglars, c'est que cette rentrée de Don Carlos était effectivement une nouvelle télégraphique. De sorte, dit Monte Cristo, que ces 1700 000 francs à peu près que vous perdez ce mois-ci. Il n'y a pas d'à peu près, c'est juste mon chiffre. Diable, pour une fortune de troisième ordre, dit Monte Cristo avec compassion, c'est un rude coup. De troisième ordre, dit Danglars un peu humilié. Que diable entendez-vous par là? Sans doute, continua Monte Cristo, je fais trois catégories dans les fortunes. Fortune de premier ordre, fortune de deuxième ordre, fortune de troisième ordre. J'appelle fortune de premier ordre celle qui se compose de trésors que l'on a sous la main, les terres, les mines, les revenus sur les États comme la France, l'Autriche et l'Angleterre, pourvu que ces trésors, ces mines, ces revenus forment un total d'une centaine de millions. J'appelle fortune de second ordre les exploitations manufacturières, les entreprises par association, les vice-royautés et les principautés ne dépassant pas 1500 000 francs de revenus. Le tout formant un capital d'une cinquantaine de millions. J'appelle enfin fortune de troisième ordre les capitaux fructifiant par intérêts composés, les gains dépendant de la volonté d'autrui ou les chances du hasard, qu'une banqueroute entame, qu'une nouvelle télégraphique ébranle, les spéculations éventuelles, les opérations soumises enfin aux chances de cette fatalité qu'on pourrait appeler force mineure, en la comparant à la force majeure, qui est la force naturelle. Le tout formant un capital fictif ou réel d'une quinzaine de millions. N'est-ce point là votre position à peu près, dites? Mesdames, oui, répondit Danglars. Il en résulte qu'après 6 fins de mois comme celle-là, continua imperturbablement Monte Cristo, une maison de troisième ordre serait à l'agonie. Oh, dit Danglars avec un sourire fort pâle, comme vous y allez. Mettons 7 mois, répliqua Monte Cristo du même ton. Dites-moi, avez-vous pensé à cela quelquefois, que 7 fois 1700 000 francs font 12 millions ou à peu près? Non? Eh bien, vous avez raison, car avec des réflexions pareilles, on n'engagerait jamais ces capitaux, qui sont aux financiers ce que la peau est à l'homme civilisé. Nous avons nos habits, plus ou moins somptueux, c'est notre crédit. Mais quand l'homme meurt, il n'a que sa peau, de même qu'en sortant des affaires, vous n'avez que votre bien réel, 5 ou 6 millions tout au plus, car les fortunes de troisième ordre ne représentent guère que le tiers ou le quart de leur apparence, comme la locomotive d'un chemin de fer n'est toujours, au milieu de la fumée qui l'enveloppe et qui la grossit, qu'une machine plus ou moins forte. Eh bien, sur ces 5 millions qui forment votre actif réel, vous venez d'en perdre à peu près 2, qui diminuent d'autant votre fortune fictive ou votre crédit. C'est-à-dire, mon cher monsieur Danglars, que votre peau vient d'être ouverte par une saignée qui, réitérée 4 fois, entraînerait la mort. Faites attention, mon cher monsieur Danglars. Avez-vous besoin d'argent? Voulez-vous que je vous en prête? Que vous êtes un mauvais calculateur, s'écria Danglars en appelant à son aide toute la philosophie et toute la dissimulation de l'apparence. À l'heure qu'il est, l'argent est rentré dans mes coffres par d'autres spéculations qui ont réussi. Le sang sorti par la saignée est rentré par la nutrition. J'ai perdu une bataille en Espagne, j'ai été battu à Trieste, mais mon armée navale de l'Inde aura pris quelques galions. Mes pionniers du Mexique auront découvert quelques mines. Fort bien, mais la cicatrice reste, et à la première perte, elle se rouvrira. Non, car je marche sur des certitudes, poursuivit Danglars, avec la faconde banale du charlatan, dont l'état est de prôner son crédit. Il faudrait pour me renverser que 3 gouvernements croulassent. Dame, cela s'est vu.
que la terre manqua de récolte. Rappelez-vous les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres, ou que la mer se retira, comme du temps de Pharaon. Encore, il y a plusieurs mers, et les vaisseaux en seraient quittes pour se faire caravane. Tant mieux, 1000 fois tant mieux, cher monsieur Danglars, dit Monte Cristo, et je vois que je m'étais trompé, et que vous rentrez dans les fortunes du second ordre. Je crois pouvoir aspirer à cet honneur, dit Danglars, avec un de ces sourires stéréotypés qui faisaient à Monte Cristo l'effet d'une de ces lunes pâteuses dont les mauvais peintres badigeonnent leur ruine. Mais puisque nous en sommes à parler d'affaires, ajouta-t-il, enchanté de trouver ce motif de changer de conversation, dites-moi donc un peu ce que je puis faire pour M. Cavalcanti. Mais lui donner de l'argent, s'il a un crédit sur vous, et que ce crédit vous paraisse bon. Excellent. Il s'est présenté ce matin avec un bon de 40 000 francs, payable à vue sur vous, signé Busoni, et renvoyé par vous à moi avec votre endos. Vous comprenez que je lui ai compté à l'instant même ces 40 billets carrés. Monte Cristo fit un signe de tête qui indiquait toute son adhésion. Mais ce n'est pas tout, continua Danglars. Il a ouvert à son fils un crédit chez moi. Combien, sans indiscrétion, donne-t-il au jeune homme? 5 000 francs par mois. 60 000 francs par an. Je m'en doutais bien, dit Monte Cristo en haussant les épaules. Ce sont des pleutres que les Cavalcanti. Que veut-il qu'un jeune homme fasse avec 5 000 francs par mois? Mais vous comprenez que si le jeune homme a besoin de quelques mille de francs de plus, n'en faites rien. Le père vous les laisserait pour compte. Vous ne connaissez pas tous les millionnaires ultramontains. Ce sont de véritables harpagons. Et par qui lui est ouvert ce crédit? Oh, par la maison Fenzi, une des meilleures de Florence. Je ne veux pas dire que vous perdrez, tant s'en faut, mais tenez-vous cependant dans les termes de la lettre. Vous n'aurez donc pas confiance dans les Cavalcanti? Moi, je lui donnerai 6 millions sur sa signature. Cela rentre dans les fortunes de second ordre, dont je vous parlais tout à l'heure, mon cher monsieur Danglars. Et avec cela, comme il est simple, je l'aurais pris pour un major, rien de plus. Et vous lui eussiez fait honneur, car vous avez raison, il ne paie pas de mine. Quand je l'ai vu pour la première fois, il m'a fait l'effet d'un vieux lieutenant, moisi sous la contre-épaulette. Mais tous les Italiens sont comme cela. Ils ressemblent à de vieux juifs quand ils n'éblouissent pas comme des mages d'Orient. Le jeune homme est mieux, dit Danglars. Oui, un peu timide peut-être, mais en somme, il m'a paru convenable. J'en étais inquiet. Pourquoi cela? Parce que vous l'avez vu chez moi à peu près à son entrée dans le monde, à ce que l'on m'a dit du moins. Il a voyagé avec un précepteur très sévère et n'était jamais venu à Paris. Tous ces Italiens de qualité ont l'habitude de se marier entre eux, n'est-ce pas? Demanda négligemment Danglars. Ils aiment associer leur fortune. D'habitude, ils font ainsi, c'est vrai. Mais Cavalcanti est un original, qui ne fait rien comme les autres. On ne m'ôtera pas l'idée qu'il envoie son fils en France pour qu'il y trouve une femme. Vous croyez? J'en suis sûr. Et vous avez entendu parler de sa fortune? Il n'est question que de cela. Seulement, les uns lui accordent des millions, les autres prétendent qu'il ne possède pas un seul. Et votre opinion à vous? Il ne faudrait pas vous fonder dessus, elle est toute personnelle. Mais enfin, mon opinion à moi est que tous ces vieux podestats, tous ces anciens condottieri, car les Cavalcanti ont commandé des armées, ont gouverné des provinces. Mon opinion, dis-je, est qu'ils ont enterré des millions dans les coins que leurs aînés seuls connaissent et font connaître à leurs aînés de génération en génération. Et la preuve, c'est qu'ils sont tout jaunes et secs comme leurs florins du temps de la République, dont ils conservent un reflet à force de les regarder. Parfait, dit Danglars, et c'est d'autant plus vrai qu'on ne leur connaît pas un pouce de terre à tous ces gens-là. Fort peu, du moins. Moi, je sais bien que je ne connais à Cavalcanti que son palais de Lucques. Ah, il a un palais, dit en riant Danglars. C'est déjà quelque chose. Oui, et encore le loue-t-il au ministre des Finances, tandis qu'il habite, lui, dans une maisonnette. Oh, je vous l'ai déjà dit, je crois le bonhomme serré. Allons, allons, vous ne le flattez pas. Écoutez, je le connais à peine. Je crois l'avoir vu 3 ou 4 fois dans ma vie. Ce que j'en sais,
c'est par l'abbé Busoni et par lui-même. Il me parlait ce matin de ses projets sur son fils, et me laissait entrevoir que, las de voir dormir des fonds considérables en Italie, qui est un pays mort, il voudrait trouver un moyen, soit en France, soit en Angleterre, de faire fructifier ses millions. Mais remarquez bien toujours que, quoique j'aie la plus grande confiance dans l'abbé Busoni personnellement, moi je ne réponds de rien. N'importe, merci du client que vous m'avez envoyé. C'est un fort beau nom à inscrire sur mes registres. Et mon caissier, à qui j'ai expliqué ce que c'était que les Cavalcanti, en est tout fier. À propos, et ceci est un simple détail de touriste, quand ces gens-là marient leurs fils, leur donnent-ils des dots? Eh bien, mon Dieu, c'est selon. J'ai connu un prince italien, riche comme une mine d'or, un des premiers noms de Toscane, qui, lorsque ses fils se mariaient à sa guise, leur donnait des millions, et quand ils se mariaient malgré lui, se contentait de leur faire une rente de 30 écus par mois. Admettons qu'Andrea se marie selon les vues de son père, il lui donnerait peut-être 1, 2, 3 millions. Si c'était avec la fille d'un banquier, par exemple, peut-être prendrait-il un intérêt dans la maison du beau-père de son fils. Puis supposez à côté de cela que sa bru lui déplaise. Bonsoir, le père Cavalcanti met la main sur la clef de son coffre-fort, donne un double tour à la serrure, et voilà maître Andrea obligé de vivre comme un fils de famille parisien, en biseautant des cartes ou en pipant des dés. Ce garçon-là trouvera une princesse bavaroise ou péruvienne. Il voudra une couronne formée, un Eldorado traversé par le Potose. Non, tous ces grands seigneurs de l'autre côté des monts épousent fréquemment des simples mortels. Ils sont comme Jupiter. Ils aiment à croiser les races. Ah çà, est-ce que vous voulez marier Andrea, mon cher monsieur Danglars, que vous me faites toutes ces questions-là? Ma foi, dit Danglars, cela ne me paraîtrait pas une mauvaise spéculation. Et je suis un spéculateur, moi. Ce n'est pas avec mademoiselle Danglars, je présume? Vous ne voudriez pas faire égorger ce pauvre Andrea par Albert? Albert? Dit Danglars en haussant les épaules. Ah bien oui, il se soucie pas mal de cela. Mais il est fiancé avec votre fille, je crois. C'est-à-dire que M. de Morcerf et moi, nous avons quelquefois causé de ce mariage. Mais M. de Morcerf et Albert... N'allez-vous pas me dire que tout ceci n'est pas un bon parti? Mademoiselle Danglars vaut bien M. de Morcerf, ce me semble. La dot de mademoiselle Danglars sera belle, en effet, et je n'en doute pas, surtout si le télégraphe ne fait plus de mauvaises folies. Oh, ce n'est pas seulement la dot, mais dites-moi donc à propos. Eh bien? Pourquoi donc n'avez-vous pas invité Morcerf et sa famille à votre dîner? Je l'avais fait aussi, mais il a objecté un voyage à Dieppe avec madame de Morcerf, à qui on a recommandé l'air de la mer. Oui, oui, dit Danglars en riant, il doit lui être bon. Pourquoi cela? Parce que c'est l'air qu'elle a respiré dans sa jeunesse. Monte Cristo laissa passer l'épigramme sans paraître y faire attention. Mais enfin, dit le comte, si Albert n'est point aussi riche que mademoiselle Danglars, vous ne pouvez nier qu'il porte un beau nom. Soit, mais j'aime autant le mien, dit Danglars. Certainement, votre nom est populaire, et il a orné le titre dont on a cru l'orner. Mais vous êtes un homme trop intelligent pour n'avoir point compris que, selon certains préjugés trop puissamment enracinés pour qu'on les extirpe, noblesse de 5 siècles vaut mieux que noblesse de 20 ans. Et voilà justement pourquoi, dit Danglars, avec un sourire qu'il essayait de rendre sardonique, voilà pourquoi je préférerais M. Andrea Cavalcanti à M. Albert de Morcerf. Mais cependant, dit Monte Cristo, je suppose que les Morcerf ne le cèdent pas aux Cavalcanti. Les Morcerf. Tenez, mon cher comte, reprit Danglars, vous êtes un galant homme, n'est-ce pas? Je le crois. Et de plus, connaisseur en blason? Un peu. Eh bien, regardez la couleur du mien. Elle est plus solide que celle du blason de Morcerf. Pourquoi cela? Parce que moi, si je ne suis pas baron de naissance, je m'appelle Danglars au moins. Après? Tandis que lui ne s'appelle pas Morcerf. Comment, il ne s'appelle pas Morcerf? Pas le moins du monde. Allons donc. Moi, quelqu'un m'a fait baron,
de sorte que je le suis. Lui s'est fait comte tout seul, de sorte qu'il ne l'est pas. Impossible. Écoutez, mon cher comte, continua Danglars, M. de Morcerf est mon ami, ou plutôt ma connaissance, depuis 30 ans. Moi, vous savez que je fais bon marché de mes armoiries, attendu que je n'ai jamais oublié d'où je suis parti. C'est la preuve d'une grande humilité ou d'un grand orgueil, dit Monte Cristo. Eh bien, quand j'étais petit commis, moi, Morcerf était simple pêcheur. Et alors on l'appelait Fernand. Tout court, Fernand Montego. Vous en êtes sûr? Pardieu, il m'a vendu assez de poissons pour que je le connaisse. Alors, pourquoi lui donnez-vous votre fille? Parce que, Fernand et Danglars étant deux parvenus, tous deux anoblis, tous deux enrichis, se valent au fond, sauf certaines choses, cependant qu'on a dites de lui et qu'on n'a jamais dites de moi. Quoi donc? Rien. Ah oui, je comprends. Ce que vous me dites là me rafraîchit la mémoire à propos du nom de Fernand Mondego. J'ai entendu prononcer ce nom-là en Grèce. À propos de l'affaire d'Ali-Pacha, justement. Voilà le mystère, reprit Danglars, et j'avoue que j'eusse donné bien des choses pour le découvrir. Ce ne serait pas difficile si vous en aviez eu grande envie. Comment cela? Sans doute. Vous avez bien quelques correspondants en Grèce? Pardieu. À Janina. J'en ai partout. Eh bien, écrivez à votre correspondant de Janina et demandez-lui quel rôle a joué dans la catastrophe d'Ali Tebelin un Français nommé Fernand. Vous avez raison, s'écria Danglars en se levant vivement. J'écrirai aujourd'hui même. Faites. Je vais le faire. Et si vous avez quelque nouvelle bien scandaleuse, je vous la communiquerai. Vous me ferez plaisir. Danglars s'élança hors de l'appartement et ne fit qu'un bond jusqu'à sa voiture. Chapitre 67. Le cabinet du procureur du roi. Laissons le banquier revenir au grand trot de ses chevaux et suivons Madame Danglars dans son excursion matinale. Nous avons dit qu'à midi et demi, Madame Danglars avait demandé ses chevaux et était sortie en voiture. Elle se dirigea du côté du faubourg Saint-Germain, prit la rue Mazarine et fit arrêter au passage du Pont-Neuf. Elle descendit et traversa le passage. Elle était vêtue fort simplement, comme il convient à une femme de goût qui sort le matin. Rue Guénégaud, elle monta en fiacre en désignant, comme le but de sa course, la rue du Harlay. À peine fut-elle dans la voiture qu'elle tira de sa poche un voile noir très épais, qu'elle attacha sur son chapeau de paille, puis elle remit son chapeau sur sa tête, et vit avec plaisir, en regardant dans un petit miroir de poche, qu'on ne pouvait voir d'elle que sa peau blanche et la prunelle étincelante de son œil. Le fiacre prit le Pont-Neuf, et entra, par la place Dauphine, dans la cour du Harlay. Il fut payé en ouvrant la porte, et Madame Danglars, s'élançant vers l'escalier, qu'elle franchit légèrement, arriva bientôt à la salle des pas-perdus. Le matin, il y a beaucoup d'affaires, et encore plus de gens affairés au palais. Les gens affairés ne regardent pas beaucoup les femmes. Madame Danglars traversa donc la salle des pas-perdus, sans être plus remarquée que 10 autres femmes qui guettaient leur avocat. Il y avait encombrement dans l'antichambre de M. de Villefort. Mais Madame Danglars n'eut même pas besoin de prononcer son nom. Dès qu'elle parut, un huissier se leva, vint à elle, lui demanda si elle n'était point la personne à laquelle M. le procureur du roi avait donné rendez-vous. Et sur sa réponse affirmative, il la conduisit, par un corridor réservé, au cabinet de M. de Villefort. Le magistrat écrivait, assis sur son fauteuil, le dos tourné à la porte. Il entendit la porte s'ouvrir. L'huissier prononça ces paroles. « Entrez, madame. » Et la porte se refermait, sans faire un seul mouvement. Mais à peine eut-il senti se perdre les pas de l'huissier, qui s'éloignait, qu'il se retourna vivement, alla pousser les verrous, tirer les rideaux et visiter chaque coin du cabinet. Puis, lorsqu'il eut acquis la certitude qu'il ne pouvait être ni vu ni entendu, et que par conséquent il fut tranquillisé, « Merci, madame, dit-il, merci de votre exactitude. » Et il lui offrit un siège que madame Danglars accepta, car le cœur lui battait si fortement
qu'elle se sentait près de suffoquer. Voilà, dit le procureur du roi, en s'asseyant à son tour et en faisant décrire un demi-cercle à son fauteuil, afin de se trouver en face de Madame Danglars. Voilà bien longtemps, madame, qu'il ne m'est arrivé d'avoir ce bonheur de causer seul avec vous. Et à mon grand regret, nous nous retrouvons pour entamer une conversation bien pénible. Cependant, monsieur, vous voyez que je suis venu à votre premier appel, quoique certainement cette conversation soit encore plus pénible pour moi que pour vous. Villefort sourit amèrement. Il est donc vrai, dit-il, répondant à sa propre pensée bien plutôt qu'aux paroles de Madame Danglars. Il est donc vrai que toutes nos actions laissent leurs traces, les unes sombres, les autres lumineuses, dans notre passé. Il est donc vrai que tous nos pas dans cette vie ressemblent à la marche du reptile sur le sable et font un sillon. Hélas, pour beaucoup, ce sillon est celui de leurs larmes. Monsieur, dit Madame Danglars, vous comprenez mon émotion, n'est-ce pas? Ménagez-moi donc, je vous prie. Cette chambre où tant de coupables ont passé tremblants et honteux, ce fauteuil où je m'assieds à mon tour honteuse et tremblante. Oh, tenez, j'ai besoin de toute ma raison pour ne pas voir en moi une femme bien coupable, et en vous un juge menaçant. Villefort secoua la tête et poussa un soupir. Et moi, reprit-il, et moi, je me dis que ma place n'est pas dans le fauteuil du juge, mais bien sur la sellette de l'accusé. Vous? Dit Madame Danglars étonnée. Oui, moi. Je crois que de votre part, monsieur, votre puritanisme s'exagère la situation, dit Madame Danglars, dont l'œil si beau s'illumina d'une fugitive lueur. Ces sillons dont vous parliez à l'instant même ont été tracés par toutes les jeunesses ardentes. Au fond des passions, au-delà des plaisirs, il y a toujours un peu de remords. C'est pour cela que l'Évangile, cette ressource éternelle des malheureux, nous a donné pour soutien, à nous autres pauvres femmes, l'admirable parabole de la fille pécheresse et de la femme adultère. Aussi, je vous l'avoue, en me reportant à ces délires de ma jeunesse, je pense quelquefois que Dieu me les pardonnera, car sinon l'excuse, du moins la compensation, s'en est bien trouvée dans mes souffrances. Mais vous, qu'avez-vous à craindre de tout cela, vous autres hommes, que tout le monde excuse et que le scandale anoblit? Madame, répliqua Villefort, vous me connaissez. Je ne suis pas un hypocrite, ou du moins, je ne fais pas de l'hypocrisie sans raison. Si mon front est sévère, c'est que bien des malheurs l'ont assombri. Si mon cœur s'est pétrifié, c'est afin de pouvoir supporter les chocs qu'il a reçus. Je n'étais pas ainsi dans ma jeunesse, je n'étais pas ainsi ce soir des fiançailles, où nous étions tous assis autour d'une table de la rue du Cours à Marseille. Mais depuis, tout a bien changé en moi et autour de moi. Ma vie s'est usée à poursuivre des choses difficiles, et à briser dans les difficultés ceux qui, volontairement ou involontairement, par leur libre arbitre ou par le hasard, se trouvaient placés sur mon chemin pour me susciter ces choses. Il est rare que ce qu'on désire ardemment ne soit pas défendu ardemment par ceux de qui on veut l'obtenir ou auxquels on tente de l'arracher. Ainsi, la plupart des mauvaises actions des hommes sont venues au-devant d'eux, déguisées sous la forme spécieuse de la nécessité. Puis, la mauvaise action commise dans un moment d'exaltation, de crainte et de délire, on voit qu'on aurait pu passer auprès d'elle en l'évitant. Le moyen qu'il eût été bon d'employer, qu'on n'a pas vu, aveugle qu'on était, se présente à vos yeux facile et simple. Vous vous dites, comment n'ai-je pas fait ceci au lieu de faire cela? Vous, mesdames, au contraire, bien rarement, vous êtes tourmentées par des remords, car bien rarement, la décision vient de vous. Vos malheurs vous sont presque toujours imposés. Vos fautes sont presque toujours le crime des autres. En tout cas, monsieur, convenez-en, répondit Madame Danglars. Si j'ai commis une faute, cette faute fut-elle personnelle, j'en ai reçu hier la sévère punition. Pauvre femme, dit Villefort, en lui serrant la main, trop sévère pour votre force, car 2 fois vous avez failli y succomber. Et cependant, eh bien, je dois vous dire, rassemblez tout votre courage, madame, car vous n'êtes pas encore au bout. Mon Dieu! S'écria Madame Danglars effrayée. Qu'y a-t-il donc encore? Vous ne voyez que le passé, madame,
et certes, il est sombre. Eh bien, figurez-vous un avenir plus sombre encore, un avenir affreux certainement, sanglant peut-être. La baronne connaissait le calme de Villefort. Elle fut si épouvantée de son exaltation qu'elle ouvrit la bouche pour crier, mais que le cri mourut dans sa gorge. Comment est-il ressuscité, ce passé terrible? S'écria Villefort. Comment, du fond de la tombe et du fond de nos cœurs où il dormait, est-il sorti comme un fantôme pour faire pâlir nos joues et rougir nos fronts? Hélas, dit Hermine, sans doute le hasard. Le hasard, reprit Villefort. Non, non, madame, il n'y a point de hasard. Mais si, n'est-ce point un hasard, fatal il est vrai, mais un hasard qui a fait tout cela? N'est-ce point par hasard que le comte de Monte Cristo a acheté cette maison? N'est-ce point par hasard qu'il a fait creuser la terre? N'est-ce point par hasard enfin que ce malheureux enfant a été déterré sous les arbres? Pauvre innocente créature sortie de moi, à qui je n'ai jamais pu donner un baiser, mais à qui j'ai donné bien des larmes. Ah, tout mon cœur a volé au-devant du comte lorsqu'il a parlé de cette chère dépouille trouvée sous des fleurs. Eh bien non, madame, et voilà ce que j'avais de terrible à vous dire, répondit Villefort d'une voix sourde. Non, il n'y a pas eu de dépouille trouvée sous les fleurs. Non, il n'y a pas eu d'enfant déterré. Non, il ne faut pas pleurer. Non, il ne faut pas gémir, il faut trembler. Que voulez-vous dire? S'écria Mme Danglars, toute frémissante. Je veux dire que M. de Monte Cristo, en creusant au pied de ces arbres, n'a pu trouver ni squelette d'enfant, ni ferrure de coffre, parce que sous ces arbres, il n'y avait ni l'un ni l'autre. Il n'y avait ni l'un ni l'autre, redit Mme Danglars, en fixant sur le procureur du roi des yeux dont la prunelle, effroyablement dilatée, indiquait la terreur. Il n'y avait ni l'un ni l'autre, répéta-t-elle encore, comme une personne qui essaie de fixer par le son des paroles et par le bruit de la voix ses idées prêtes à lui échapper. Non, dit Villefort, en laissant tomber son front dans ses mains. 100 fois non. Mais ce n'est donc point là que vous aviez déposé le pauvre enfant, monsieur? Pourquoi me tromper? Dans quel but? Voyons, dites. C'est là. Mais écoutez-moi, madame, et vous allez me plaindre, moi, qui ai porté 20 ans, sans en rejeter la moindre part sur vous, le fardeau de douleur que je vais vous dire. Mon Dieu, vous m'effrayez, mais n'importe, parlez, je vous écoute. Vous savez comment s'accomplit cette nuit douloureuse où vous étiez expirante sur votre lit, dans cette chambre de damas rouge, tandis que moi, presque aussi haletant que vous, j'attendais votre délivrance. L'enfant vint, me fut remis sans mouvement, sans souffle, sans voix. Nous le crûmes mort. Madame Danglars fit un mouvement rapide, comme si elle eût voulu s'élancer de sa chaise. Mais Villefort l'arrêta en joignant les mains comme pour implorer son attention. Nous le crûmes mort, répéta-t-il. Je le mis dans un coffre qui devait remplacer le cercueil. Je descendis au jardin. Je creusai une fosse et l'enfouis à la hâte. J'achevais à peine de le couvrir de terre que le bras du corse s'étendit vers moi. Je vis comme une ombre se dresser, comme un éclair reluire. Je sentis une douleur, je voulus crier, un frisson glacé me parcourut tout le corps et m'étreignit à la gorge. Je tombai mourant et je me crus tué. Je n'oublierai jamais votre sublime courage quand, revenu à moi, je me traînai expirant jusqu'au bas de l'escalier, où, expirante vous-même, vous vîntes au-devant de moi. Il fallait garder le silence sur la terrible catastrophe. Vous eûtes le courage de regagner votre maison, soutenu par votre nourrice. Un duel fut le prétexte de ma blessure. Contre toute attente, le secret nous fut gardé à tous deux. On me transporta à Versailles. Pendant 3 mois, je luttai contre la mort. Enfin, comme je parus me rattacher à la vie, on m'ordonna le soleil et l'air du midi. 4 hommes me portèrent de Paris à Châlons, en faisant 6 lieues par jour. Madame de Villefort suivait le brancard dans sa voiture. À Châlons, on me mit sur la Saône. Puis, je passai sur le Rhône. Et par la seule vitesse du courant, je descendis jusqu'à Arles. Puis d'Arles, je repris ma litière et continuai mon chemin pour Marseille. Ma convalescence dura 6 mois. Je n'entendais plus parler de vous.
je n'osais m'informer de ce que vous étiez devenu. Quand je revins à Paris, j'appris que, veuve de M. de Nargonne, vous aviez épousé M. Danglars. À quoi avais-je pensé depuis que la connaissance m'était venue? Toujours à la même chose, toujours à ce cadavre d'enfant qui chaque nuit, dans mes rêves, s'envolait du sein de la terre et planait au-dessus de la fosse en me menaçant du regard et du geste. Aussi, à peine de retour à Paris, je m'informai. La maison n'avait pas été habitée depuis que nous en étions sortis, mais elle venait d'être louée pour 9 ans. J'allai trouver le locataire, je feignis d'avoir un grand désir de ne pas voir passer entre des mains étrangères cette maison qui appartenait au père et à la mère de ma femme. J'offris un dédommagement pour qu'on rompît le bail. On me demanda 6 000 francs. J'en eusse donné 10 000, j'en eusse donné 20 000. Je les avais sur moi, je fis, séance tenante, signer la résiliation. Puis, lorsque je tins cette cessation tant désirée, je partis au galop pour Auteuil. Personne, depuis que j'en étais sorti, n'était entré dans la maison. Il était 5 heures de l'après-midi. Je montai dans la chambre rouge et j'attendis la nuit. Là, tout ce que je me disais depuis 1 an dans mon agonie continuelle se représenta, bien plus menaçant que jamais, à ma pensée. Ce Corse qui m'avait déclaré la vendetta, qui m'avait suivi de Nîmes à Paris, ce Corse qui était caché dans le jardin, qui m'avait frappé, m'avait vu creuser la fosse, m'avait vu enterrer l'enfant, il pouvait en arriver à vous connaître. Peut-être vous connaissait-il. Ne vous ferait-il pas payer un jour le secret de cette terrible affaire? Ne serait-ce pas pour lui une bien douce vengeance quand il apprendrait que je n'étais pas mort de son coup de poignard? Il était donc urgent qu'avant toute chose, et à tout hasard, je fisse disparaître les traces de ce passé, que j'en détruise tout vestige matériel. Il n'y aurait toujours que trop de réalité dans mon souvenir. C'était pour cela que j'avais annulé le bail. C'était pour cela que j'étais venu. C'était pour cela que j'attendais. La nuit arriva. Je la laissai bien s'épaissir. J'étais sans lumière dans cette chambre où des souffles de vent faisaient trembler les portières derrière lesquelles je croyais toujours voir quelque espion embusqué. De temps en temps je tressaillais. Il me semblait derrière moi, dans ce lit, entendre vos plaintes, et je n'osais me retourner. Mon cœur battait dans le silence, et je le sentais battre si violemment que je croyais que ma blessure allait se rouvrir. Enfin, j'entendis s'éteindre, l'un après l'autre, tous ces bruits divers de la campagne. Je compris que je n'avais plus rien à craindre, que je pouvais être ni vu ni entendu, et je me décidai à descendre. Écoutez, Hermine, je me crois aussi brave qu'un autre homme, mais lorsque je retirai de ma poitrine cette petite clef de l'escalier que nous chérissons tous deux, et que vous aviez voulu faire attacher à un anneau d'or, lorsque j'ouvris la porte, lorsque à travers les fenêtres je vis une lune pâle jeter sur les degrés en spirale une longue bande de lumière blanche pareille à un spectre, je me retins au mur et je fus près de crier. Il me semblait que j'allais devenir fou. Enfin, je parvins à me rendre maître de moi-même. Je descendis l'escalier marche à marche. La seule chose que je n'avais plus vaincre, c'était un étrange tremblement dans les genoux. Je me cramponnais à la rampe. Si je l'eusse lâché un instant, je me fusse précipité. J'arrivai à la porte d'en bas. En dehors de cette porte, une bêche était posée contre le mur. Je m'étais muni d'une lanterne sourde. Au milieu de la pelouse, je m'arrêtai pour l'allumer. Puis je continuai mon chemin. Novembre finissait. Toute la verdure du jardin avait disparu. Les arbres n'étaient plus que des silhouettes aux longs bras déchirés, et les feuilles mortes criaient avec le sable sous mes pas. L'effroi m'étreignit si fortement le cœur qu'en approchant du massif, je tirai un pistolet de ma poche et l'armai. Je croyais toujours voir apparaître à travers les branches la figure du Corse. J'éclairai le massif avec ma lanterne sourde. Il était vide. Je jetai les yeux tout autour de moi. J'étais bien seul. Aucun bruit ne troublait le silence de la nuit, si ce n'est le chant d'une chouette qui jetait son cri aigu et lugubre comme un appel aux fantômes de la nuit. J'attachai ma lanterne à une branche fourchue que j'avais déjà remarquée 1 an auparavant.
à l'endroit même où je m'arrêtai pour creuser la fosse. L'herbe avait, pendant l'été, poussé bien épaisse à cet endroit, et l'automne venu, personne ne s'était trouvé là pour la faucher. Cependant, une place moins garnie attira mon attention. Il était évident que c'était là que j'avais retourné la terre. Je me mis à l'œuvre. J'en étais donc arrivé à cette heure que j'attendais depuis plus d'un an. Aussi, comme je l'espérais, comme je travaillais, comme je sondais chaque touffe de gazon, croyant sentir de la résistance au bout de ma bêche. Rien. Et cependant, je fis un trou 2 fois plus grand que n'était le premier. Je crus m'être abusé, m'être trompé de place, je m'orientai, je regardai les arbres, je cherchai à reconnaître les détails qui m'avaient frappé. Une bise froide et aiguë sifflait à travers les branches dépouillées, et cependant la sueur ruisselait sur mon front. Je me rappelai que j'avais reçu le coup de poignard au moment où je piétinais la terre pour recouvrir la fosse. En piétinant cette terre, je m'appuyai à un faux ébénier. Derrière moi était un rocher artificiel destiné à servir de banc aux promeneurs, car en tombant, ma main, qui venait de quitter l'ébénier, avait senti la fraîcheur de cette pierre. À ma droite était le faux ébénier, derrière moi était le rocher. Je tombai en me plaçant de même. Je me relevai et me mis à creuser et à élargir le trou. Rien, toujours rien. Le coffret n'y était pas. Le coffret n'y était pas, murmura Mme Danglars, suffoquée par l'épouvante. Ne croyez pas que je me bornais à cette tentative, continua Villefort. Non, je fouillai tout le massif. Je pensais que l'assassin, ayant déterré le coffre et croyant que c'était un trésor, avait voulu s'en emparer, l'avait emporté, puis s'apercevant de son erreur, avait fait à son tour un trou et l'y avait déposé. Rien. Puis il me vint l'idée qu'il n'avait point pris tant de précautions et l'avait purement et simplement jeté dans quelque coin. Dans cette dernière hypothèse, il me fallait, pour faire mes recherches, attendre le jour. Je remontai dans la chambre et j'attendis. Oh mon Dieu! Le jour venu, je descendis de nouveau. Ma première visite fut pour le massif. J'espérais y trouver des traces qui m'auraient échappé pendant l'obscurité. J'avais retourné la terre sur une superficie de plus de 20 pieds carrés et sur une profondeur de plus de 2 pieds. Une journée eût à peine suffi à un homme salarié pour faire ce que j'avais fait, moi, en 1 heure. Rien. Je ne vis absolument rien. Alors je me mis à la recherche du coffre, selon la supposition que j'avais faite qu'il avait été jeté dans quelque coin. Ce devait être sur le chemin qui conduisait à la petite porte de sortie. Mais cette nouvelle instigation fut aussi inutile que la première, et le cœur serré, je revins au massif, qui lui-même ne me laissait plus aucun espoir. Oh s'écria Mme Danglars, il y avait de quoi devenir fou. Je l'espérais en un instant, dit Villefort, mais je n'eus pas ce bonheur. Cependant, rappelant ma force et par conséquent mes idées, pourquoi cet homme aurait-il emporté ce cadavre, me demandai-je. Mais vous l'avez dit, reprit Mme Danglars, pour avoir une preuve. Eh non, madame, ce ne pouvait être cela. On ne garde pas un cadavre pendant 1 an, on le montre à un magistrat, et l'on fait sa déposition. Or, rien de tout cela n'était arrivé. Eh bien, alors demanda Hermine toute palpitante. Alors, il y a quelque chose de plus terrible, de plus fatal, de plus effrayant pour nous. Il y a que l'enfant était vivant peut-être, et que l'assassin l'a sauvé. Mme Danglars poussa un cri terrible, et saisissant les mains de Villefort, « Mon enfant était vivant, dit-elle. Vous avez enterré mon enfant vivant, monsieur. Vous n'étiez pas sûr que mon enfant était mort, et vous l'avez enterré. Oh !» Mme Danglars s'était redressée, et elle se tenait devant le procureur du roi, dont elle serrait les poignets entre ses mains délicates, debout et presque menaçante. « Que sais-je? Je vous dis cela comme je vous dirais autre chose, répondit Villefort, avec une fixité de regard qui indiquait que cet homme si puissant était près d'atteindre les limites du désespoir et de la folie. « Oh, mon pauvre enfant! S'écria la baronne, retombant sur sa chaise et étouffant ses sanglots dans son mouchoir.
Villefort revint à lui, et comprit que pour détourner l'orage maternel qui s'amassait sur la tête, il fallait faire passer chez mme danglars la terreur qu'il éprouvait lui-même. Vous comprenez alors que si cela est ainsi, dit-il en se levant à son tour et en s'approchant de la baronne pour lui parler d'une voix plus basse, nous sommes perdus. Cet enfant vit, et quelqu'un sait qu'il vit. Quelqu'un a notre secret, et puisque Monte Cristo parle devant nous d'un enfant déterré, où cet enfant n'était plus, ce secret, c'est lui qui l'a. Dieu, Dieu juste, Dieu vengeur, murmura mme danglars. Villefort ne répondit que par une espèce de rugissement. Mais cet enfant, monsieur, reprit la mère obstinée. Oh, que je l'ai cherché, reprit Villefort en se tordant les bras. Que de fois je l'ai appelé dans mes longues nuits sans sommeil. Que de fois j'ai désiré une richesse royale pour acheter 1 million de secrets à 1 million d'hommes, et pour trouver mon secret dans les leurs. Enfin, un jour que pour la 100e fois je reprenais la bêche, je me demandais pour la 100e fois ce que le Corse avait pu faire de l'enfant. Un enfant embarrasse un fugitif. Peut-être, en s'apercevant qu'il était vivant encore, l'avait-il jeté dans la rivière. Oh, impossible, s'écria mme danglars. On assassine un homme par vengeance, on ne noie pas de sang-froid un enfant. Peut-être, continua Villefort, l'avait-il mis aux enfants trouvés. Oh oui, oui, s'écria la baronne, mon enfant est là, monsieur. Je courus à l'hospice, et j'appris que cette nuit même, la nuit du 20 septembre, un enfant avait été déposé dans le tour. Il était enveloppé d'une moitié de serviette en toile fine, déchirée avec intention. Cette moitié de serviette portait une moitié de couronne de baron et la lettre H. C'est cela, s'écria mme danglars. Tout mon linge était marqué ainsi. Monsieur de Nargonne était baron et je m'appelle Hermine. Merci, mon Dieu, mon enfant n'était pas mort. Non, il n'était pas mort. Et vous me le dites? Vous me dites cela sans craindre de me faire mourir de joie, monsieur? Où est-il? Où est mon enfant? Villefort haussa les épaules. Le sais-je, dit-il, et croyez-vous que si je le savais, je vous ferais passer par toutes ces gradations, comme le ferait un dramaturge ou un romancier? Non, hélas, non, je ne le sais pas. Une femme, il y avait 6 mois environ, était venue réclamer l'enfant avec l'autre moitié de la serviette. Cette femme avait fourni toutes les garanties que la loi exige, et on le lui avait remis. Mais il fallait vous informer de cette femme, il fallait la découvrir. Et de quoi pensez-vous donc que je me sois occupé, madame? J'ai fait une instruction criminelle, et tout ce que la police a de fin limier, d'adroits agents, je les ai mis à sa recherche. On a trouvé ses traces jusqu'à Châlons. À Châlons, on les a perdues. Perdues? Oui, perdues, perdues à jamais. Mme danglars avait écouté ce récit avec un soupir, une larme, un cri pour chaque circonstance. Et c'est tout, dit-elle, et vous vous êtes borné là? Oh non, dit Villefort, je n'ai jamais cessé de chercher, de m'enquérir, de m'informer. Cependant, depuis 2 ou 3 ans, j'ai donné quelques relâches. Mais aujourd'hui, je vais recommencer avec plus de persévérance et d'acharnement que jamais. Et je réussirai, voyez-vous, car ce n'est plus la conscience qui me pousse, c'est la peur. Mais reprit mme danglars, le comte de Monte Cristo ne sait rien, sans quoi, ce me semble, il ne nous rechercherait point comme il le fait. Oh, la méchanceté des hommes est bien profonde, dit Villefort, puisqu'elle est plus profonde que la bonté de Dieu. Avez-vous remarqué les yeux de cet homme, tandis qu'il nous parlait? Non. Mais l'avez-vous examiné profondément parfois? Sans doute. Il est bizarre, mais voilà tout. Une chose qui m'a frappé seulement, c'est que de tout ce repas exquis qu'il nous a donné, il n'a rien touché. C'est que d'aucun plat il n'a voulu prendre sa part. Oui, oui, dit Villefort, j'ai remarqué cela aussi. Si j'avais su ce que je sais maintenant, moi non plus je n'eusse touché à rien. J'aurais cru qu'il voulait nous empoisonner. Et vous vous seriez trompé, vous le voyez bien. Oui, sans doute, mais croyez-moi, cet homme a d'autres projets. Voilà pourquoi j'ai voulu vous voir. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous parler. Voilà pourquoi j'ai voulu vous prémunir contre tout le monde, mais contre lui surtout. Dites-moi, continua Villefort, en fixant plus profondément encore qu'il ne l'avait fait jusque-là ses yeux sur la baronne. Vous n'avez parlé de notre liaison à personne?
Jamais. À personne. Vous me comprenez, reprit affectueusement Villefort. Quand je dis à personne, pardonnez-moi cette insistance, à personne au monde, n'est-ce pas? Oh oui, oui, je comprends très bien, dit la baronne en rougissant. Jamais, je vous le jure. Vous n'avez point l'habitude d'écrire le soir ce qui s'est passé dans la matinée. Vous ne faites pas de journal. Non, hélas, ma vie passe emportée par la frivolité. Moi-même, je l'oublie. Vous ne rêvez pas haut, que vous sachiez? J'ai un sommeil d'enfant. Ne vous le rappelez-vous pas? Le pourpre monta au visage de la baronne, et la pâleur envahit celui de Villefort. C'est vrai, dit-il si bas qu'on l'entendit à peine. Eh bien, demanda la baronne. Eh bien, je comprends ce qu'il me reste à faire, reprit Villefort. Avant 8 jours d'ici, je saurai ce que c'est que M. de Monte Cristo, d'où il vient, où il va, et pourquoi il parle devant nous des enfants qu'on déterre dans son jardin. Villefort prononça ces mots avec un accent qui eût fait frissonner le comte s'il eût pu les entendre. Puis il serra la main que la baronne répugnait à lui donner et la reconduisit avec respect jusqu'à la porte. Mme Danglars reprit un autre fiacre, qui la ramena au passage, de l'autre côté duquel elle retrouva sa voiture et son cocher, qui, en l'attendant, dormait paisiblement sur son siège. Chapitre 68. Un bal d'été. Le même jour, vers l'heure où Mme Danglars faisait la séance que nous avons dite dans le cabinet de monsieur le procureur du roi, une calèche de voyage, entrant dans la rue du Helder, franchissait la porte numéro 27 et s'arrêtait dans la cour. Au bout d'un instant, la portière s'ouvrait, et Mme de Morcerf en descendait, appuyée au bras de son fils. À peine Albert eut-il reconduit sa mère chez elle, que, commandant un bain et ses chevaux, après s'être mis aux mains de son valet de chambre, il se fit conduire aux Champs-Élysées, chez le comte de Monte Cristo. Le comte le reçut avec son sourire habituel. C'était une étrange chose. Jamais on ne paraissait faire un pas en avant dans le cœur ou dans l'esprit de cet homme. Ceux qui voulaient, si l'on peut dire cela, forcer le passage de son intimité trouvaient un mur. Morcerf, qui accourait à lui les bras ouverts, laissa en le voyant et malgré son sourire amical tomber ses bras et osa tout au plus lui tendre la main. De son côté, Monte Cristo la lui toucha, comme il faisait toujours, mais sans la lui serrer. Eh bien, me voilà, dit-il, cher comte. Soyez le bienvenu. Je suis arrivé depuis 1 heure. De Dieppe, du Tréport. Ah, c'est vrai. Et ma première visite est pour vous. C'est charmant de votre part, dit Monte Cristo, comme il eût dit toute autre chose. Eh bien, voyons, quelles nouvelles? Des nouvelles? Vous demandez cela à moi, un étranger. Je m'entends. Quand je demande quelles nouvelles, je demande si vous avez fait quelque chose pour moi. M'aviez-vous donc chargé de quelque commission? Dit Monte Cristo en jouant l'inquiétude. Allons, allons, dit Albert, ne simulez pas l'indifférence. On dit qu'il y a des avertissements sympathiques qui traversent la distance. Eh bien, au Tréport, j'ai reçu mon coup électrique. Vous avez, sinon travaillé pour moi, du moins pensé à moi. Cela est possible, dit Monte Cristo. J'ai en effet pensé à vous, mais le courant magnétique dont j'étais le conducteur agissait, je l'avoue, indépendamment de ma volonté. Vraiment, contez-moi cela, je vous prie. C'est facile. Monsieur Danglars a dîné chez moi. Je le sais bien, puisque c'est pour fuir sa présence que nous sommes partis, ma mère et moi. Mais il a dîné avec monsieur Andrea Cavalcanti. Votre prince italien? N'exagérons pas. Monsieur Andrea se donne seulement le titre de vicomte. Se donne, dites-vous? Je dis, se donne. Il ne l'est donc pas? Et le sais-je, moi? Il se le donne, je le lui donne, on le lui donne, n'est-ce pas comme s'il l'avait? Homme étrange que vous faites, allez. Eh bien? Eh bien quoi? Monsieur Danglars a donc dîné ici? Oui. Avec votre vicomte Andrea Cavalcanti? Avec le vicomte Andrea Cavalcanti, le marquis son père, madame Danglars, monsieur et madame de Villefort, des gens charmants, monsieur Debray, Maximilien Morrel, et puis qui encore? Attendez donc.
Ah, monsieur de Château Renaud. On a parlé de moi? On n'en a pas dit un mot. Tant pis. Pourquoi cela? Il me semble que, si l'on vous a oublié, on n'a fait, en agissant ainsi, que ce que vous désiriez. Mon cher comte, si l'on n'a pas parlé de moi, c'est qu'on y pensait beaucoup, et alors je suis désespéré. Que vous importe, puisque mademoiselle Danglars n'était point au nombre de ceux qui y pensaient ici. Ah, il est vrai qu'elle pouvait y penser chez elle. Oh, quant à cela, non, j'en suis sûr. Ou si elle y pensait, c'est certainement de la même façon que je pense à elle. Touchante sympathie, dit le comte. Alors vous vous détestez? Écoutez, dit Morcerf, si mademoiselle Danglars était femme à prendre en pitié le martyre que je ne souffre pas pour elle, et m'en récompenser en dehors des convenances matrimoniales arrêtées entre nos deux familles, cela m'irait à merveille. Bref, je crois que mademoiselle Danglars serait une maîtresse charmante. Mais comme femme, diable! Ainsi, dit Monte Cristo en riant, voilà votre façon de penser sur votre futur? Oh mon Dieu, oui, un peu brutale, c'est vrai, mais exacte du moins. Or, puisqu'on ne peut faire de ce rêve une réalité, comme pour arriver à un certain but, il faut que mademoiselle Danglars devienne ma femme. C'est-à-dire qu'elle vive avec moi, qu'elle pense près de moi, qu'elle chante près de moi, qu'elle fasse des vers et de la musique à 10 pas de moi, et cela pendant tout le temps de ma vie. Alors je m'épouvante. Une maîtresse, mon cher comte, cela se quitte. Mais une femme, peste, c'est autre chose, cela se garde éternellement, de près ou de loin, c'est-à-dire. Or, c'est effrayant de garder toujours mademoiselle Danglars, fût-ce même de loin. Vous êtes difficile, vicomte. Oui, car souvent je pense à une chose impossible. À laquelle? À trouver pour moi une femme comme mon père en a trouvé une pour lui. Monte Cristo pâlit et regarda Albert en jouant avec des pistolets magnifiques dont il faisait rapidement crier les ressorts. Ainsi, votre père a été bien heureux, dit-il. Vous savez mon opinion sur ma mère, monsieur le comte, un ange du ciel. Voyez-la encore belle, spirituelle toujours, meilleure que jamais. J'arrive du Tréport. Pour tout autre fils, et mon Dieu, accompagner sa mère serait une complaisance ou une corvée. Mais moi, j'ai passé 4 jours en tête-à-tête avec elle, plus satisfait, plus reposé, plus poétique, vous le dirais-je, que si j'eusse emmené au Tréport la reine Mab ou Titania. C'est une perfection désespérante, et vous donnez, à tous ceux qui vous entendent, de graves envies de rester célibataire. Voilà justement, reprit Morcerf, pourquoi, sachant qu'il existe au monde une femme accomplie, je ne me soucie pas d'épouser mademoiselle Danglars. Avez-vous quelquefois remarqué comme notre égoïsme revêt de couleurs brillantes tout ce qui nous appartient? Le diamant, qui chatoyait à la vitre de Marlé ou de Fossin, devient bien plus beau depuis qu'il est notre diamant. Mais si l'évidence vous force à reconnaître qu'il en est d'une eau plus pure, et que vous soyez condamné à porter éternellement ce diamant inférieur à un autre, comprenez-vous la souffrance? Mondain, murmura le comte. Voilà pourquoi je sauterai de joie le jour où mademoiselle Eugénie s'apercevra que je ne suis qu'un chétif atome et que j'ai à peine autant de 100 000 francs qu'elle a de millions. Monte Cristo sourit. J'avais bien pensé à autre chose, continua Albert. Franz aime les choses excentriques. J'ai voulu le rendre malgré lui amoureux de mademoiselle Danglars. Mais à 4 lettres que je lui ai écrites dans le plus affriant des styles, Franz m'a imperturbablement répondu: je suis excentrique, c'est vrai, mais mon excentricité ne va pas jusqu'à reprendre ma parole quand je l'ai donnée. Voilà ce que j'appelle le dévouement de l'amitié, donner à un autre la femme dont on ne voudrait soi-même qu'à titre de maîtresse. Albert sourit. À propos, continua-t-il, il arrive, ce cher Franz. Mais peu vous importe, vous ne l'aimez pas, je crois? Moi, dit Monte Cristo. Et, mon cher vicomte, où donc avez-vous vu que je n'aimais pas M. Franz? J'aime tout le monde. Et je suis compris dans tout le monde. Merci. Oh, ne confondons pas, dit Monte Cristo. J'aime tout le monde à la manière dont Dieu nous ordonne d'aimer notre prochain, chrétiennement. Mais je ne hais bien que de certaines personnes. Revenons à M. Franz d'Épinay. Vous dites donc qu'il arrive? Oui, mandé par M. de Villefort, aussi enragé, à ce qu'il paraît,
de marier mademoiselle Valentine que M. Danglars est enragé de marier mademoiselle Eugénie. Décidément, il paraît que c'est un état des plus fatigants que celui de père de grandes filles. Il me semble que cela leur donne la fièvre, et que leur pouls bat 90 fois à la minute, jusqu'à ce qu'ils en soient débarrassés. Mais M. d'Épinay ne vous ressemble pas, lui, il prend son mal en patience. Mieux que cela, il le prend au sérieux. Il met des cravates blanches et parle déjà de sa famille. Il a au reste pour les Villefort une grande considération. Mérité, n'est-ce pas? Je le crois. M. de Villefort a toujours passé pour un homme sévère, mais juste. À la bonne heure, dit Monte Cristo. En voilà un au moins que vous ne traitez pas comme ce pauvre M. Danglars. Cela tient peut-être à ce que je ne suis pas forcé d'épouser sa fille, répondit Albert en riant. En vérité, mon cher monsieur, dit Monte Cristo, vous êtes d'une fatuité révoltante. Moi? Oui, vous. Prenez donc un cigare. Bien volontiers. Et pourquoi suis-je fat? Mais parce que vous êtes là à vous défendre, à vous débattre d'épouser mademoiselle Danglars. Et mon Dieu, laissez aller les choses, et ce n'est peut-être pas vous qui retirerez votre parole le premier. Bah, fit Albert avec de grands yeux. Et sans doute, monsieur le vicomte, on ne vous mettra pas de force le cou dans les portes. Que diable! Voyons, sérieusement, reprit Monte Cristo en changeant d'intonation. Avez-vous envie de rompre? Je donnerai 100 000 francs pour cela. Eh bien, soyez heureux. Monsieur Danglars est prêt à en donner le double pour atteindre au même but. Est-ce bien vrai, ce bonheur-là, dit Albert, qui cependant, en disant cela, ne put empêcher qu'un imperceptible nuage passât sur son front. Mais mon cher comte, monsieur Danglars a donc des raisons? Ah, te voilà bien, nature orgueilleuse et égoïste. À la bonne heure, je retrouve l'homme qui veut trouer l'amour-propre d'autrui à coups de hache, et qui crie quand on troue le sien avec une aiguille. Non, mais c'est qu'il me semble que M. Danglars devait être enchanté de vous, n'est-ce pas? Eh bien, M. Danglars est un homme de mauvais goût, c'est convenu, et il est encore plus enchanté d'un autre. De qui donc? Je ne sais pas, moi. Étudiez, regardez, saisissez les allusions à leur passage, et faites-en votre profit. Bon, je comprends. Écoutez, ma mère... Non, pas ma mère, je me trompe. Mon père a eu l'idée de donner un bal. Un bal dans ce moment de l'année? Les bals d'été sont à la mode. Il n'y serait pas que la comtesse n'aurait qu'à vouloir et elle les y mettrait. Pas mal. Vous comprenez, ce sont des bals pur sang. Ceux qui restent à Paris dans le mois de juillet sont de vrais Parisiens. Voulez-vous vous charger d'une invitation pour messieurs Cavalcanti? Dans combien de jours a lieu votre bal? Samedi. Monsieur Cavalcanti père sera parti. Mais monsieur Cavalcanti fils demeure. Voulez-vous vous charger d'amener monsieur Cavalcanti fils? Écoutez, vicomte, je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas? Non, je l'ai vu pour la première fois il y a 3 ou 4 jours, et je n'en réponds en rien. Mais vous le recevez bien, vous? Moi, c'est autre chose. Il m'a été recommandé par un brave abbé qui peut lui-même avoir été trompé. Invitez-le directement à merveille, mais ne me dites pas de vous le présenter. S'il allait plus tard épouser mademoiselle Danglars, vous m'accuseriez de manège, et vous voudriez vous couper la gorge avec moi. D'ailleurs, je ne sais pas si j'irai moi-même. Où? À votre bal. Pourquoi n'y viendrez-vous point? D'abord, parce que vous ne m'avez pas encore invité. Je viens exprès pour vous apporter votre invitation moi-même. Oh, c'est trop charmant, mais je puis en être empêché. Quand je vous aurai dit une chose, vous serez assez aimable pour nous sacrifier tous les empêchements. Dites. Ma mère vous en prie. Madame la comtesse de Morcerf, reprit Monte Cristo en tressaillant. Ah, comte, dit Albert, je vous préviens que madame de Morcerf cause librement avec moi. Et si vous n'avez pas senti craquer en vous ces fibres sympathiques dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que ces fibres-là vous manquent complètement, car pendant 4 jours nous n'avons parlé que de vous. De moi? En vérité, vous me comblez. Écoutez, c'est le privilège de votre emploi, quand on est un problème vivant. Ah, je suis donc aussi un problème pour votre mère?
En vérité, je l'aurais cru trop raisonnable pour se livrer à de pareils écarts d'imagination. Problème, mon cher comte, problème pour tous, pour ma mère comme pour les autres. Problème accepté, mais non deviné. Vous demeurez toujours à l'état d'énigme, rassurez-vous. Ma mère seulement demande toujours comment il se fait que vous soyez si jeune. Je crois qu'au fond, tandis que la comtesse G vous prend pour lord Ruthwen, ma mère vous prend pour Cagliostro ou le comte de Saint-Germain. La première fois que vous viendrez voir madame de Morcerf, confirmez-la dans cette opinion. Cela ne vous sera pas difficile, vous avez la pierre philosophale de l'un et l'esprit de l'autre. Je vous remercie de m'avoir prévenu, dit le comte en souriant. Je tâcherai de me mettre en mesure de faire face à toutes les suppositions. Ainsi, vous viendrez samedi, puisque madame de Morcerf m'en prie. Vous êtes charmant. Et monsieur Danglars? Oh, il a déjà reçu la triple invitation. Mon père s'en est chargé. Nous tâcherons aussi d'avoir le grand D'aguesseau, monsieur de Villefort. Mais on en désespère. Il ne faut jamais désespérer de rien, dit le proverbe. Dansez-vous, cher comte? Moi? Oui, vous. Qu'y aurait-il d'étonnant à ce que vous dansassiez? Ah, en effet, tant qu'on n'a pas franchi la quarantaine. Non, je ne danse pas, mais j'aime avoir dansé. Et madame de Morcerf danse-t-elle? Jamais non plus. Vous causerez. Elle a tant envie de causer avec vous. Vraiment? Parole d'honneur, et je vous déclare que vous êtes le premier homme pour lequel ma mère ait manifesté cette curiosité. Albert prit son chapeau et se leva. Le comte le reconduisit jusqu'à la porte. Je me fais un reproche, dit-il en l'arrêtant au haut du perron. Lequel? J'ai été indiscret. Je ne devais pas vous parler de M. Danglars. Au contraire, parlez-m'en encore, parlez-m'en souvent, parlez-m'en toujours, mais de la même façon. Bien, vous me rassurez. À propos, quand arrive M. d'Épinay? Mais dans 5 ou 6 jours au plus tard. Et quand se marie-t-il? Aussitôt l'arrivée de monsieur et de madame de Saint-Méran. Amenez-le-moi donc quand il sera à Paris, quoique vous prétendiez que je ne l'aime pas. Je vous déclare que je serai heureux de le voir. Bien, vos ordres seront exécutés, seigneur. Au revoir. À samedi, en tout cas, bien sûr, n'est-ce pas? Comment donc, ces paroles données? Le comte suivit des yeux Albert en le saluant de la main. Puis, quand il fut remonté dans son phaéton, il se retourna, et trouvant Bertuccio derrière lui, « Eh bien, demanda-t-il. Elle est allée au palais, répondit l'intendant. Elle y est restée longtemps? 1 heure et demie. Et elle est rentrée chez elle? Directement. Eh bien, mon cher monsieur Bertuccio, dit le comte, si j'ai maintenant un conseil à vous donner, c'est d'aller voir en Normandie si vous ne trouverez pas cette petite terre dont je vous ai parlé. Bertuccio salua, et comme ses désirs étaient en parfaite harmonie avec l'ordre qu'il avait reçu, il partit le soir même. Chapitre 69. Les informations. Monsieur de Villefort tint parole à madame Danglars, et surtout à lui-même, en cherchant à savoir de quelle façon monsieur le comte de Monte Cristo avait pu apprendre l'histoire de la maison d'Auteuil. Il écrivit le même jour à un certain monsieur de Boville, qui, après avoir été autrefois inspecteur des prisons, avait été attaché, dans un grade supérieur, à la police de sûreté, pour avoir les renseignements qu'il désirait, et celui-ci demanda 2 jours pour savoir au juste près de qui l'on pourrait se renseigner. Les 2 jours expirés, M. de Villefort reçut la note suivante. La personne que l'on appelle monsieur le comte de Monte Cristo est connue particulièrement de Lord Wilmore, riche étranger, que l'on voit quelquefois à Paris, et qui s'y trouve en ce moment. Il est connu également de l'abbé Busoni, prêtre sicilien d'une grande réputation en Orient, où il a fait beaucoup de bonnes œuvres. M. de Villefort répondit par un ordre de prendre sur ces 2 étrangers les informations les plus promptes et les plus précises. Le lendemain soir, ces ordres étaient exécutés, et voici les renseignements qu'il recevait. L'abbé, qui n'était que pour 1 mois à Paris, habitait, derrière Saint-Sulpice, une petite maison composée d'un seul étage, au-dessus d'un rez-de-chaussée. 4 pièces, 2 pièces en haut et 2 pièces en bas,
formaient tout le logement, dont il était l'unique locataire. Les 2 pièces d'en bas se composaient d'une salle à manger avec table, 2 chaises et buffet en noyer, et d'un salon boisé peint en blanc, sans ornements, sans tapis et sans pendule. On voyait que pour lui-même l'abbé se bornait aux objets de stricte nécessité. Il est vrai que l'abbé habitait de préférence le salon du premier. Ce salon, tout meublé de livres de théologie et de parchemins, au milieu desquels on le voyait s'ensevelir, disait son valet de chambre, pendant des mois entiers, était en réalité moins un salon qu'une bibliothèque. Ce valet regardait les visiteurs au travers d'une sorte de guichet, et lorsque leur figure lui était inconnue ou ne lui plaisait pas, il répondait que monsieur l'abbé n'était point à Paris, ce dont beaucoup se contentaient, sachant que l'abbé voyageait souvent et restait quelquefois fort longtemps en voyage. Au reste, qu'il fût au logis ou qu'il n'y fût pas, qu'il se trouvât à Paris ou au Caire, l'abbé donnait toujours, et le guichet servait de tour aux aumônes que le valet distribuait incessamment au nom de son maître. L'autre chambre, située près de la bibliothèque, était une chambre à coucher. Un lit sans rideaux, 4 fauteuils et un canapé de velours d'Utrecht jaune formaient avec un prie-dieu tout son ameublement. Quant à Lord Wilmore, il demeurait rue Fontaine-Saint-Georges. C'était un de ces Anglais touristes qui mangent toute leur fortune en voyage. Il louait en garni l'appartement qu'il habitait, dans lequel il venait passer seulement 2 ou 3 heures par jour, et où il ne couchait que rarement. Une de ses manies était de ne vouloir pas absolument parler la langue française, qu'il écrivait cependant, assurait-on, avec une assez grande pureté. Le lendemain du jour où ces précieux renseignements étaient parvenus à monsieur le procureur du roi, un homme, qui descendait de la voiture au coin de la rue Férou, vint frapper à une porte peinte en vert olive et demanda l'abbé Busoni. Monsieur l'abbé est sorti dès le matin, répondit le valet. Je pourrais ne pas me contenter de cette réponse, dit le visiteur, car je viens de la part d'une personne pour laquelle on est toujours chez soi. Mais veuillez remettre à l'abbé Busoni. Je vous ai déjà dit qu'il n'y était pas, répéta le valet. Alors, quand il sera rentré, remettez-lui cette carte et ce papier cacheté. Ce soir, à 8 heures, monsieur l'abbé sera-t-il chez lui? Oh, sans faute, monsieur, à moins que monsieur l'abbé ne travaille, et alors c'est comme s'il était sorti. Je viendrai donc ce soir à l'heure convenue, reprit le visiteur, et il se retira. En effet, à l'heure indiquée, le même homme revint dans la même voiture, qui cette fois, au lieu de s'arrêter au coin de la rue Férou, s'arrêta devant la porte verte. Il frappa, on lui ouvrit, et il entra. Au signe de respect dont le valet fut prodigue envers lui, il comprit que sa lettre avait fait l'effet désiré. Monsieur l'abbé est-il chez lui demanda-t-il. Oui, il travaille dans sa bibliothèque, mais il attend monsieur, répondit le serviteur. L'étranger monta un escalier assez rude, et devant une table dont la superficie était inondée de la lumière que contenait un vaste abat-jour, tandis que le reste de l'appartement était dans l'ombre, il aperçut l'abbé, en habit ecclésiastique, la tête couverte de ces coqueluchons sous lesquels s'ensevelissait le crâne des savants en nu du Moyen Âge. C'est à monsieur Busoni que j'ai l'honneur de parler demanda le visiteur. Oui, monsieur, répondit l'abbé, et vous êtes la personne que monsieur de Boville, ancien intendant des prisons, m'envoie de la part de monsieur le préfet de police. Justement, monsieur. Un des agents préposés à la sûreté de Paris? Oui, monsieur, répondit l'étranger avec une espèce d'hésitation, et surtout un peu de rougeur. L'abbé rajusta les grandes lunettes qui lui couvraient non seulement les yeux, mais encore les tempes, et se rasseyant, fit un signe au visiteur de s'asseoir à son tour. Je vous écoute, monsieur, dit l'abbé, avec un accent italien des plus prononcés. La mission dont je me suis chargé, monsieur, reprit le visiteur, en pesant chacune de ses paroles comme si elles avaient peine à sortir, est une mission de confiance pour celui qui la remplit et pour celui près duquel on la remplit. L'abbé s'inclina. Oui, reprit l'étranger, votre probité, monsieur l'abbé, et c'est connu de monsieur le préfet de police qu'il veut savoir de vous, comme magistrat, une chose qui intéresse cette sûreté publique au nom de laquelle je vous suis député.
Nous espérons donc, monsieur l'abbé, qu'il n'y aura ni lien d'amitié ni considération humaine qui puisse vous engager à déguiser la vérité à la justice. Pourvu, monsieur, que les choses qu'il vous importe de savoir ne touchent en rien aux scrupules de ma conscience. Je suis prête, monsieur, et les secrets de la confession, par exemple, doivent rester en moi et la justice de Dieu, et non entre moi et la justice humaine. Oh, soyez tranquille, monsieur l'abbé, dit l'étranger. Dans tous les cas, nous mettrons votre conscience à couvert. À ces mots, l'abbé, en pesant de son côté sur l'abat-jour, leva ce même abat-jour du côté opposé, de sorte que, tout en éclairant en plein le visage de l'étranger, le sien restait toujours dans l'ombre. Pardon, monsieur l'abbé, dit l'envoyé de monsieur le préfet de police, mais cette lumière me fatigue horriblement la vue. L'abbé baissa le carton vert. Maintenant, monsieur, je vous écoute. Parlez. J'arrive au fait. Vous connaissez monsieur le comte de Monte Cristo? Vous voulez parler de monsieur Zaccone, je présume? Zaccone. Ne s'appelle-t-il donc pas Monte Cristo? Monte Cristo est un nom de terre, ou plutôt un nom de rocher, et non pas un nom de famille. Eh bien, soit. Ne discutons pas sur les mots. Et puisque monsieur de Monte Cristo et monsieur Zaccone, c'est le même homme. Absolument le même. Parlons de monsieur Zaccone. Soit. Je vous demandais si vous le connaissiez. Beaucoup. Qu'est-il? C'est le fils d'un riche armateur de Malte. Oui, je le sais bien, c'est ce qu'on dit, mais comme vous le comprenez, la police ne peut pas se contenter d'un on-dit. Cependant, reprit l'abbé avec un sourire tout affable, quand cet on-dit est la vérité, il faut bien que tout le monde s'en contente, et que la police fasse comme tout le monde. Mais vous êtes sûr de ce que vous dites? Comment, si j'en suis sûr? Remarquez, monsieur, que je ne suspecte en aucune façon votre bonne foi. Je vous dis, êtes-vous sûr? Écoutez, j'ai connu monsieur Zaccone le père. Ah, ah, oui, et tout enfant, j'ai joué 10 fois avec son fils dans leur chantier de construction. Mais cependant ce titre de comte, vous savez, cela s'achète. En Italie? Partout. Mais ces richesses qui sont immenses, à ce qu'on dit toujours. Oh, quant à cela, répondit l'abbé, immense, c'est le mot. Combien croyez-vous qu'il possède, vous qui le connaissez? Oh, il a bien 150 à 200 000 livres de rente. Ah, voilà qui est raisonnable, dit le visiteur. Mais on parle de 3 de 4 millions. 200 000 livres de rente, monsieur, font juste 4 millions de capital. Mais on parlait de 3 à 4 millions de rente. Oh, cela n'est pas croyable. Et vous connaissez son île de Monte Cristo? Certainement. Tout homme qui est venu de Palerme, de Naples ou de Rome, en France, par mer, la connaît, puisqu'il est passé à côté d'elle et l'a vue en passant. C'est un séjour enchanteur, à ce que l'on assure. C'est un rocher. Et pourquoi donc le comte a-t-il acheté un rocher? Justement pour être comte. En Italie, pour être comte, on a encore besoin d'un comté. Vous avez sans doute entendu parler des aventures de jeunesse de M. Zaccone? Le père? Non, le fils. Ah, voici où commencent mes incertitudes, car voici où j'ai perdu mon jeune camarade de vue. Il a fait la guerre? Je crois qu'il a servi. Dans quelle arme? Dans la marine. Voyons, vous n'êtes pas son confesseur? Non, monsieur, je le crois luthérien. Comment, luthérien? Je dis que je crois. Je n'affirme pas. D'ailleurs, je croyais la liberté des cultes établie en France. Sans doute. Aussi n'est-ce point de ses croyances que nous nous occupons en ce moment, c'est de ses actions. Au nom de monsieur le préfet de police, je vous somme de dire ce que vous savez. Il passait pour un homme fort charitable. Notre Saint-Père le Pape l'a fait chevalier du Christ, faveur qu'il n'accorde guère qu'aux princes, pour les services éminents qu'il a rendus aux chrétiens d'Orient. Il a 5 aussi grands cordons conquis par des services rendus ainsi aux princes ou aux États. Et il les porte? Non, mais il en est fier. Il dit qu'il aime mieux les récompenses accordées aux bienfaiteurs de l'humanité que celles accordées aux destructeurs des hommes. C'est donc un Quaker que cet homme-là? Justement, c'est un Quaker. Moi le grand chapeau et l'habit marron, bien entendu. Lui connaît-on des amis? Oui, car il a pour amis tous ceux qui le connaissent. Mais enfin, il a bien quelques ennemis? Un seul.
Comment le nommez-vous? Lord Wilmore. Où est-il? À Paris, dans ce moment même. Et il peut me donner des renseignements? Précieux. Il était dans l'Inde en même temps que Zaccone. Savez-vous où il demeure? Quelque part dans la chaussée d'Antin, mais j'ignore la rue et le numéro. Vous êtes mal avec cet Anglais? J'aime Zaccone et lui le déteste. Nous sommes en froid à cause de cela. Monsieur l'abbé, pensez-vous que le comte de Monte Cristo soit jamais venu en France avant le voyage qu'il vient de faire à Paris? Ah, pour cela, je puis vous répondre pertinemment. Non, monsieur, il n'y est jamais venu, puisqu'il s'est adressé à moi, il y a 6 mois, pour avoir les renseignements qu'il désirait. De mon côté, comme j'ignorais à quelle époque je serais moi-même de retour à Paris, je lui ai adressé M. Cavalcanti. Andrea? Non, Bartolomeo, le père. Très bien, monsieur. Je n'ai plus à vous demander qu'une chose, et je vous somme, au nom de l'honneur, de l'humanité et de la religion, de me répondre sans détour. Dites, monsieur, savez-vous dans quel but monsieur le comte de Monte Cristo a acheté une maison à Auteuil? Certainement, car il me l'a dit. Dans quel but, monsieur? Dans celui d'en faire un hospice d'aliénés, dans le genre de celui fondé par le baron de Pisani à Palerme. Connaissez-vous cet hospice? De réputation, oui, monsieur. C'est une institution magnifique. Et là-dessus, l'abbé salua l'étranger en homme qui désire faire comprendre qu'il ne serait pas fâché de se remettre au travail interrompu. Le visiteur, soit qu'il comprît le désir de l'abbé, soit qu'il fût au bout de ses questions, se leva à son tour. L'abbé le reconduisit jusqu'à la porte. Vous faites de riches aumônes, dit le visiteur, et quoiqu'on vous dise riche, j'oserais vous offrir quelque chose pour vos pauvres. De votre côté, daignez-vous accepter mon offrande? Merci, monsieur. Il n'y a qu'une chose dont je sois jaloux au monde, c'est que le bien que je fais vienne de moi. Mais cependant, c'est une résolution invariable. Mais cherchez, monsieur, et vous trouverez. Hélas, sur le chemin de chaque homme riche, il y a bien des misères à coudoyer. L'abbé salua une dernière fois en ouvrant la porte. L'étranger salua à son tour et sortit. La voiture le conduisit chez M. de Villefort. 1 heure après, la voiture sortit de nouveau, et cette fois se dirigea vers la rue Fontaine-Saint-Georges. Au numéro 5, elle s'arrêta. C'était là que demeurait Lord Wilmore. L'étranger avait écrit à Lord Wilmore pour lui demander un rendez-vous que celui-ci avait fixé à 10 heures. Aussi, comme l'envoyé de monsieur le préfet de police arriva à 10 heures moins 10 minutes, lui fut-il répondu que Lord Wilmore, qui était l'exactitude et la ponctualité en personne, n'était pas encore rentré, mais qu'il rentrerait pour sûr à 10 heures sonnantes. Le visiteur attendit dans le salon. Ce salon n'avait rien de remarquable et était comme tous les salons d'hôtel garnis. Une cheminée avec 2 vases de Sèvres modernes, une pendule avec un amour tenant son arc, une glace en 2 morceaux, de chaque côté de cette glace une gravure représentant, l'une Homère portant son guide, l'autre Bélisaire demandant l'aumône. Un papier gris sur gris, un meuble en drap rouge imprimé de noir, tel était le salon de Lord Wilmore. Il était éclairé par des globes de verre dépolis qui ne répandaient qu'une faible lumière, laquelle semblait ménagée exprès pour les yeux fatigués de l'envoyé de monsieur le préfet de police. Au bout de 10 minutes d'attente, la pendule sonna 10 heures. Au 5e coup, la porte s'ouvrit, et Lord Wilmore parut. Lord Wilmore était un homme plutôt grand que petit, avec des favoris rares et roux, le teint blanc et les cheveux blonds grisonnants. Il était vêtu avec toute l'excentricité anglaise, c'est-à-dire qu'il portait un habit bleu à boutons d'or et collet au piqué, comme on les portait en 1811, un gilet de casimir blanc et un pantalon de nankin de 3 pouces trop court, mais que des sous-pieds de même étoffe empêchaient de remonter jusqu'aux genoux. Son premier mot en entrant fut: « Vous savez, monsieur, que je ne parle pas français. »« Je sais du moins que vous n'aimez pas à parler notre langue, » répondit l'envoyé de monsieur le préfet de police. « Mais vous pouvez la parler, vous, » reprit Lord Wilmore, « car si je ne la parle pas, je la comprends. »« Et moi, » reprit le visiteur, en changeant d'idiome, « je parle assez facilement l'anglais pour soutenir la conversation dans cette langue.
Ne vous gênez donc pas, monsieur. How? Fit Lord Wilmore, avec cette intonation qui n'appartient qu'aux naturels les plus purs de la Grande-Bretagne. L'envoyé du préfet de police présenta à Lord Wilmore sa lettre d'introduction. Celui-ci la lut avec un flegme tout anglican. Puis, lorsqu'il eut terminé sa lecture, je comprends, dit-il en anglais, je comprends très bien. Alors commencèrent les interrogations. Elles furent à peu près les mêmes que celles qui avaient été adressées à l'abbé Busoni. Mais comme Lord Wilmore, en sa qualité d'ennemi du comte de Monte Cristo, n'y mettait pas la même retenue que l'abbé, elles furent beaucoup plus étendues. Il raconta la jeunesse de Monte Cristo, qui, selon lui, était à l'âge de 10 ans entré au service d'un de ces petits souverains de l'Inde qui font la guerre aux Anglais. C'est là qu'il avait, lui, Wilmore, rencontré pour la première fois, et qu'ils avaient combattu l'un contre l'autre. Dans cette guerre, Zaccone avait été fait prisonnier, avait été envoyé en Angleterre, mis sur les pontons, d'où il s'était enfui à la nage. Alors avaient commencé ses voyages, ses duels, ses passions. Alors était arrivée l'insurrection de Grèce. Il avait servi dans les rangs des Grecs. Tandis qu'il était à leur service, il avait découvert une mine d'argent dans les montagnes de la Thessalie. Mais il s'était bien gardé de parler de cette découverte à personne. Après Navarin, et lorsque le gouvernement grec fut consolidé, il demanda au roi Othon un privilège d'exploitation pour cette mine. Ce privilège lui fut accordé. De là cette fortune immense qui pouvait, selon Lord Wilmore, monter à 1 ou 2 millions de revenus, fortune qui, néanmoins, pouvait tarir tout à coup si la mine elle-même tarissait. Mais demanda le visiteur, savez-vous pourquoi il est venu en France? Il veut spéculer sur les chemins de fer, dit Lord Wilmore, et puis, comme il est chimiste, habile et physicien non moins distingué, il a découvert un nouveau télégraphe dont il poursuit l'application. Combien dépense-t-il à peu près par an? Demanda l'envoyé de monsieur le préfet de police. Oh, 500 ou 600 000 francs, tout au plus, dit Lord Wilmore. Il est avare. Il était évident que la haine faisait parler l'anglais, et que, ne sachant quelle chose reprocher au comte, lui reprochait son avarice. Savez-vous quelque chose de sa maison d'Auteuil? Oui, certainement. Eh bien, qu'en savez-vous? Vous demandez dans quel but il a acheté? Oui. Eh bien, le comte est un spéculateur qui se ruinera certainement en essais et en utopies. Il prétend qu'il y a à Auteuil, dans les environs de la maison qu'il vient d'acquérir, un courant d'eau minérale qui peut rivaliser avec les eaux de Bagnères, de Luchon et de Cauterets. Il veut faire de son acquisition un Badhaus, comme disent les Allemands. Il a déjà 2 ou 3 fois retourné tout son jardin pour retrouver le fameux cours d'eau. Et comme il n'a pas pu le découvrir, vous allez le voir, d'ici à peu de temps, acheter les maisons qui environnent la sienne. Or, comme je lui en veux, j'espère que dans son chemin de fer, dans son télégraphe électrique ou dans son exploitation de bains, il va se ruiner. Je le suis pour jouir de sa déconfiture, qui ne peut manquer d'arriver un jour ou l'autre. Et pourquoi lui en voulez-vous? Demanda le visiteur. Je lui en veux, répondit Lord Wilmore, parce qu'en passant en Angleterre, il a séduit la femme d'un de mes amis. Mais si vous lui en voulez, pourquoi ne cherchez-vous pas à vous venger de lui? Je me suis déjà battu 3 fois avec le comte, dit l'anglais. La première fois au pistolet, la seconde à l'épée, la troisième à l'espadon. Et le résultat de ces duels a été? La première fois, il m'a cassé le bras. La seconde fois, il m'a traversé le poumon. Et la troisième, il m'a fait cette blessure. L'anglais rabattit un col de chemise qui lui montait jusqu'aux oreilles, et montra une cicatrice dont la rougeur indiquait la date peu ancienne. De sorte que je lui en veux beaucoup, répéta l'anglais, et qu'il ne mourra, bien sûr, que de ma main. Mais, dit l'envoyé de la préfecture, vous ne prenez pas le chemin de le tuer, ce me semble. How? Fit l'anglais. Tous les jours je vais au tir, et tous les 2 jours Grisier vient chez moi. C'était ce que voulait savoir le visiteur, ou plutôt, c'était tout ce que paraissait savoir l'anglais. L'agent se leva donc, et après avoir salué Lord Wilmore, qui lui répondit avec la raideur et la politesse anglaise, il se retira. De son côté, Lord Wilmore, après avoir entendu se refermer sur lui la porte de la rue, rentra dans sa chambre à coucher, où, en un tour de main, il perdit ses cheveux blonds,
ses favoris roux, sa fausse mâchoire et sa cicatrice pour retrouver les cheveux noirs, le teint mat et les dents de perle du comte de Monte Cristo. Il est vrai que de son côté, ce fut M. de Villefort, et non l'envoyé de M. le préfet de police, qui rentra chez M. de Villefort. Le procureur du roi était un peu tranquillisé par cette double visite, qui, au reste, ne lui avait rien appris de rassurant, mais qui ne lui avait rien appris non plus d'inquiétant. Il en résulta que, pour la première fois depuis le dîner d'Auteuil, il dormit la nuit suivante avec quelque tranquillité. Chapitre 70. Le bal. On en était arrivé aux plus chaudes journées de juillet, lorsque vint se présenter à son tour, dans l'ordre des temps, ce samedi où devait avoir lieu le bal de M. de Morcerf. Il était 10 heures du soir. Les grands arbres du jardin de l'hôtel du comte se détachaient en vigueur sur un ciel où glissaient, découvrant une tenture d'azur parsemée d'étoiles d'or, les dernières vapeurs d'un orage qui avait grondé, menaçant toute la journée. Dans les salles du rez-de-chaussée, on entendait bruire la musique et tourbillonner la valse et le galop, tandis que des bandes éclatantes de lumière passaient tranchantes à travers les ouvertures des persiennes. Le jardin était livré en ce moment à une dizaine de serviteurs, à qui la maîtresse de la maison, rassurée par le temps qui se rassérénait de plus en plus, venait de donner l'ordre de dresser le souper. Jusque-là, on avait hésité si l'on souperait dans la salle à manger ou sous une longue tente de coutil dressée sur la pelouse. Ce beau ciel bleu, tout parsemé d'étoiles, venait de décider le procès en faveur de la tente et de la pelouse. On illuminait les allées du jardin avec des lanternes de couleur, comme c'est l'habitude en Italie, et l'on surchargeait de bougies et de fleurs la table du souper, comme c'est l'usage dans tous les pays où l'on comprend un peu ce luxe de table, le plus rare de tous les luxes, quand on veut le rencontrer complet. Au moment où la comtesse de Morcerf rentrait dans ses salons, après avoir donné ses derniers ordres, les salons commençaient à se remplir d'invités qu'attirait la charmante hospitalité de la comtesse, bien plus que la position distinguée du comte, car on était sûr d'avance que cette fête offrirait, grâce au bon goût de Mercédès, quelques détails dignes d'être racontés ou copiés au besoin. Mme danglars, à qui les événements que nous avons racontés avaient inspiré une profonde inquiétude, hésitait à aller chez mme de Morcerf, lorsque dans la matinée sa voiture avait croisé celle de Villefort. Villefort lui avait fait un signe, les deux voitures s'étaient rapprochées, et à travers les portières, « Vous allez chez mme de Morcerf, n'est-ce pas » avait demandé le procureur du roi. « Non, » avait répondu mme danglars, « je suis trop souffrante. »« Vous avez tort, » reprit Villefort avec un regard significatif. « Il serait important que l'on vous y vît. »« Ah, croyez-vous » demanda la baronne. « Je le crois. »« En ce cas, j'irai. » Et les deux voitures avaient repris leur course divergente. Mme danglars était donc venue, non seulement belle de sa propre beauté, mais encore éblouissante de luxe. Elle entrait par une porte au moment où Mercédès entrait par l'autre. La comtesse détacha Albert au-devant de mme danglars. Albert s'avança, fit à la baronne, sur sa toilette, les compliments mérités, et lui prit le bras pour la conduire à la place qu'il lui plairait de choisir. Albert regarda autour de lui. « Vous cherchez ma fille » dit en souriant la baronne. « Je l'avoue, dit Albert. Auriez-vous eu la cruauté de ne pas nous l'amener? Rassurez-vous, elle a rencontré mademoiselle de Villefort et a pris son bras. Tenez, les voici qui nous suivent toutes les deux en robe blanche. L'une avec un bouquet de camélias, l'autre avec un bouquet de myosotis. Mais dites-moi donc, que cherchez-vous à votre tour demanda Albert en souriant. Est-ce que vous n'aurez pas ce soir le comte de Monte Cristo 17, répondit Albert. Que voulez-vous dire? Je veux dire que cela va bien, reprit le vicomte en riant, et que vous êtes la 17e personne qui me fait la même question. Il va bien, le comte, je lui en fais mon compliment. Et répondez-vous à tout le monde comme à moi? Ah, c'est vrai, je ne vous ai pas répondu. Rassurez-vous, madame, nous aurons l'homme à la mode, nous sommes des privilégiés.
Étiez-vous hier à l'opéra? Non. Il y était, lui. Ah, vraiment? Et l'Eccentric Man a-t-il fait quelque nouvelle originalité? Peut-il se montrer sans cela? Elsler dansait dans le diable boiteux, la princesse grecque était dans le ravissement. Après la cachucha, il a passé une bague magnifique dans la queue du bouquet et l'a jetée à la charmante danseuse, qui, au troisième acte, a reparu, pour lui faire honneur, avec sa bague au doigt. Et sa princesse grecque, l'aurez-vous? Non, il faut que vous vous en priviez. Sa position dans la maison du comte n'est pas assez fixée. Tenez, laissez-moi ici, et allez saluer Madame de Villefort, dit la baronne. Je vois qu'elle meurt d'envie de vous parler. Albert salua Madame Danglars et s'avança vers Madame de Villefort, qui ouvrit la bouche à mesure qu'il approchait. Je parie, dit Albert en l'interrompant, que je sais ce que vous allez me dire. Ah, par exemple, dit Madame de Villefort. Si je devine juste, me l'avouerez-vous? Oui. D'honneur? D'honneur. Vous alliez me demander si le comte de Monte Cristo était arrivé ou allait venir? Pas du tout. Ce n'est pas de lui que je m'occupe en ce moment. J'allais vous demander si vous aviez reçu des nouvelles de M. Franz. Oui, hier. Que vous disait-il? Qu'il partait en même temps que sa lettre. Bien. Maintenant le comte? Le comte viendra, soyez tranquille. Vous savez qu'il a un autre nom que Monte Cristo? Non, je ne savais pas. Monte Cristo est un nom d'île, et il a un nom de famille. Je ne l'ai jamais entendu prononcer. Eh bien, je suis plus avancé que vous. Il s'appelle Zaccone. C'est possible. Il est maltais. C'est possible encore. Fils d'un armateur. Oh, mais en vérité, vous devriez raconter ces choses-là tout haut, vous auriez le plus grand succès. Il a servi dans l'Inde, exploite une mine d'argent en Thessalie, et vient à Paris pour faire un établissement d'eau minérale à Auteuil. Eh bien, à la bonne heure, dit Morcerf. Voilà des nouvelles. Me permettez-vous de les répéter? Oui, mais petit à petit, une à une, sans dire qu'elles viennent de moi. Pourquoi cela? Parce que c'est presque un secret surpris. À qui? À la police. Alors ces nouvelles se débitaient. Hier soir, chez le préfet. Paris s'est ému, vous le comprenez bien, à la vue de ce luxe inusité, et la police a pris des informations. Bien, il ne manquait plus que d'arrêter ce comte comme vagabond sous prétexte qu'il est trop riche. Ma foi, c'est ce qu'il aurait bien pu lui arriver si les renseignements n'avaient pas été si favorables. Pauvre comte, se doute-t-il du péril qu'il a couru? Je ne crois pas. Alors c'est charité que de l'en avertir. À son arrivée, je n'y manquerai pas. En ce moment, un beau jeune homme aux yeux vifs, aux cheveux noirs, à la moustache luisante, va saluer respectueusement Madame de Villefort. Albert lui tendit la main. Madame, dit Albert, j'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Maximilien Morrel, capitaine au Spahis, l'un de nos bons et surtout de nos braves officiers. J'ai déjà eu le plaisir de rencontrer monsieur à Auteuil, chez monsieur le comte de Monte Cristo, répondit Madame de Villefort en se détournant avec une froideur marquée. Cette réponse, et surtout le ton dont elle était faite, serrèrent le cœur du pauvre Morrel. Mais une compensation lui était ménagée. En se retournant, il vint à l'encoignure de la porte une belle et blanche figure, dont les yeux dilatés et sans expression apparente s'attachaient sur lui, tandis que le bouquet de myosotis montait lentement à ses lèvres. Ce salut fut si bien compris que Morrel, avec la même expression de regard, approcha à son tour son mouchoir de sa bouche, et les deux statues vivantes, dont le cœur battait si rapidement sous le marbre apparent de leurs visages, séparées l'une de l'autre par toute la largeur de la salle, s'oublièrent un instant. Ou plutôt, un instant, oublièrent tout le monde dans cette muette contemplation. Elles eussent pu rester plus longtemps ainsi perdues l'une dans l'autre, sans que personne remarquât leur oubli de toutes choses. Le comte de Monte Cristo venait d'entrer. Nous l'avons déjà dit, le comte, soit prestige factice, soit prestige naturel, attirait l'attention partout où il se présentait. Ce n'était pas son habit noir, irréprochable il est vrai dans sa coupe, mais simple et sans décoration. Ce n'était pas son gilet blanc sans aucune broderie. Ce n'était pas son pantalon emboîtant un pied
de la forme la plus délicate, qui attirait l'attention. C'était son teint mat, ses cheveux noirs ondés, c'était son visage calme et pur, c'était son œil profond et mélancolique, c'était enfin sa bouche dessinée avec une finesse merveilleuse et qui prenait si facilement l'expression d'un haut dédain qui faisait que tous les yeux se fixaient sur lui. Il pouvait y avoir des hommes plus beaux, mais il n'y avait certes pas de plus significatif. Qu'on nous passe cette expression, tout dans le conte voulait dire quelque chose et avait sa valeur, car l'habitude de la pensée utile avait donné à ses traits, à l'expression de son visage et au plus insignifiant de ses gestes une souplesse et une fermeté incomparables. Et puis notre monde parisien est si étrange qu'il n'eût peut-être point fait attention à tout cela s'il n'y eut sous tout cela une mystérieuse histoire dorée par une immense fortune. Quoi qu'il en soit, il s'avança, sous le poids des regards et à travers l'échange de petits saluts, jusqu'à mme de Morcerf, qui, debout devant la cheminée garnie de fleurs, l'avait vu apparaître dans une glace placée en face de la porte, et s'était préparée pour le recevoir. Elle se retourna donc vers lui, avec un sourire composé au moment même où il s'inclinait devant elle. Sans doute elle crut que le comte allait lui parler. Sans doute de son côté, le comte crut qu'elle allait lui adresser la parole. Mais des deux côtés, ils restèrent muets, tant une banalité leur semblait sans doute indigne de tous deux. Et après un échange de saluts, Monte Cristo se dirigea vers Albert, qui venait à lui la main ouverte. « Vous avez vu ma mère » demanda Albert. « Je viens d'avoir l'honneur de la saluer, dit le comte, mais je n'ai point aperçu votre père. Tenez, il cause politique là-bas, dans ce petit groupe de grandes célébrités. »« En vérité, dit Monte Cristo, ces messieurs que je vois là-bas sont des célébrités? Je ne m'en serais pas douté. Et de quel genre? Il y a des célébrités de toute espèce, comme vous savez. Il y a d'abord un savant, ce grand monsieur Sec. Il a découvert dans la campagne de Rome une espèce de lézard qui a une vertèbre de plus que les autres, et il est revenu faire sa part à l'institut de cette découverte. La chose a été longtemps contestée, mais force est restée au grand monsieur Sec. La vertèbre avait fait beaucoup de bruit dans le monde savant. Le grand monsieur Sec n'était que chevalier de la Légion d'honneur, on l'a nommé officier. « À la bonne heure, dit Monte Cristo. Voilà une croix qui me paraît sagement donnée. Alors s'il trouve une seconde vertèbre, on le fera commandeur? C'est probable, dit Morcerf. Et cet autre qui a eu la singulière idée de s'affubler d'un habit bleu brodé de vert, quel peut-il être? Ce n'est pas lui qui a eu l'idée de s'affubler de cet habit, c'est la République, laquelle, comme vous le savez, était un peu artiste, et qui, voulant donner un uniforme aux académiciens, a prié David de leur dessiner un habit. « Ah, vraiment, dit Monte Cristo. Ainsi, ce monsieur est académicien. Depuis 8 jours, il fait partie de la docte assemblée. Et quel est son mérite? Sa spécialité? Sa spécialité? Je crois qu'il enfonce des épingles dans la tête des lapins, qu'il fait manger de la garance aux poules et qu'il repousse avec des baleines la moelle épinière des chiens. Et il est de l'Académie des sciences pour cela. Non pas, de l'Académie française. Mais qu'a donc à faire l'Académie française là-dedans? Je vais vous le dire. Il paraît que ses expériences ont fait faire un grand pas à la science, sans doute. Non, mais qu'il écrit en fort bon style. Cela doit, dit Monte Cristo, flatter énormément l'amour-propre des lapins à qui il enfonce des épingles dans la tête, des poules dont il teint les os en rouge et des chiens dont il repousse la moelle épinière. Albert se mit à rire. Et cet autre homme demanda Monte Cristo. Cet autre? Oui, le troisième. Ah, l'habit bleu barbeau? Oui, c'est un collègue du comte, qui vient de s'opposer le plus chaudement à ce que la Chambre des pairs ait un uniforme. Il a eu un grand succès de tribune à ce propos-là. Il était mal avec les gazettes libérales, mais sa noble opposition au désir de la cour vient de le raccommoder avec elle. On parle de le nommer ambassadeur. Et quels sont ses titres à la pairie? Il a fait 2 ou 3 opéras comiques, pris 4 ou 5 sections au siècle, et voté 5 ou 6 ans pour le ministère. Bravo, vicomte, dit Monte Cristo en riant. Vous êtes un charmant Cicérone.
Maintenant, vous me rendrez un service, n'est-ce pas? Lequel? Vous ne me présenterez pas à ces messieurs, et s'ils demandent à m'être présentés, vous me préviendrez. En ce moment, le comte sentit qu'on lui posait la main sur le bras. Il se retourna. C'était Danglars. Ah, c'est vous, baron, dit-il. Pourquoi m'appelez-vous baron? Dit Danglars. Vous savez bien que je ne tiens pas à mon titre. Ce n'est pas comme vous, vicomte, vous y tenez, n'est-ce pas, vous? Certainement, répondit Albert, attendu que si je n'étais pas vicomte, je ne serais plus rien, tandis que vous pouvez sacrifier votre titre de baron, vous resterez encore millionnaire. Ce qui me paraît le plus beau titre sous la royauté de Juillet, reprit Danglars. Malheureusement, dit Monte Cristo, on n'est pas millionnaire à vie comme on est baron, pair de France ou académicien. Témoins les millionnaires Frank et Pullman de Francfort qui viennent de faire banqueroute. Vraiment, dit Danglars en pâlissant. Ma foi, j'en ai reçu la nouvelle ce soir par un courrier. J'avais quelque chose comme 1 million chez eux. Mais averti à temps, j'en ai exigé le remboursement, voici un mois à peu près. Ah mon Dieu, reprit Danglars, ils ont tiré sur moi pour 200 000 francs. Eh bien, vous voilà prévenu. Leur signature vaut 5%. Oui, mais je suis prévenu trop tard, dit Danglars. J'ai fait honneur à leur signature. Bon, dit Monte Cristo, voilà 200 000 francs qui sont allés rejoindre. Chut, dit Danglars, ne parlez donc pas de ces choses-là. Puis, s'approchant de Monte Cristo, surtout devant M. Cavalcanti fils, ajouta le banquier, qui, en prononçant ces mots, se tourna, en souriant, du côté du jeune homme. Morcerf avait quitté le comte pour aller parler à sa mère. Danglars le quitta pour saluer Cavalcanti fils. Monte Cristo se trouva un instant seul. Cependant, la chaleur commençait à devenir excessive. Les valets circulaient dans les salons avec des plateaux chargés de fruits et de glaces. Monte Cristo essuya avec son mouchoir son visage mouillé de sueur, mais il se recula quand le plateau passa devant lui, et ne prit rien pour se rafraîchir. Mme de Morcerf ne perdait pas du regard Monte Cristo. Elle vit passer le plateau sans qu'il y touchât. Elle saisit même le mouvement par lequel il s'en éloigna. Albert, dit-elle, avez-vous remarqué une chose? Laquelle, ma mère? C'est que le comte n'a jamais voulu accepter de dîner chez M. de Morcerf. Oui, mais il a accepté de déjeuner chez moi, puisque c'est par ce déjeuner qu'il a fait son entrée dans le monde. Chez vous n'est pas chez le comte, murmura Mercédès, et depuis qu'il est ici, je l'examine. Eh bien? Eh bien, il n'a encore rien pris. Le comte est très sombre. Mercédès sourit tristement. Rapprochez-vous de lui, dit-elle, et au premier plateau qui passera, insistez. Pourquoi cela, ma mère? Faites-moi ce plaisir, Albert, dit Mercédès. Albert baisa la main de sa mère et alla se placer près du comte. Un autre plateau passa, chargé comme les précédents. Elle vit Albert insister près du comte, prendre même une glace et la lui présenter. Mais il refusa obstinément. Albert revint près de sa mère. La comtesse était très pâle. Eh bien, dit-elle, vous voyez, il a refusé. Oui, mais en quoi cela peut-il vous préoccuper? Vous le savez, Albert, les femmes sont singulières. J'aurais vu avec plaisir le comte prendre quelque chose chez moi, ne fût-ce qu'un grain de grenade. Peut-être au reste ne s'accommode-t-il pas des coutumes françaises, peut-être a-t-il des préférences pour quelque chose. Mon Dieu, non, je l'ai vu en Italie prendre de tout. Sans doute qu'il est mal disposé ce soir. Puis, dit la comtesse, ayant toujours habité des climats brûlants, peut-être est-il moins sensible qu'un autre à la chaleur. Je ne crois pas, car il se plaignait d'étouffer, et il demandait pourquoi, puisqu'on a déjà ouvert les fenêtres, on n'a pas aussi ouvert les jalousies. En effet, dit Mercédès, c'est un moyen de m'assurer si cette abstinence est un parti pris. Et elle sortit du salon. Un instant après, les persiennes s'ouvrirent, et l'on put, à travers les jasmins et les clématites qui garnissaient les fenêtres, voir tout le jardin illuminé avec les lanternes et le souper servi sous la tente. Danseurs et danseuses, joueurs et causeurs poussèrent un cri de joie. Tous ces poumons altérés aspiraient avec délice l'air qui entrait à flots. Au même moment, Mercédès reparut, plus pâle qu'elle n'était sortie,
mais avec une fermeté de visage qui était remarquable chez elle dans certaines circonstances. Elle alla droit au groupe dont son mari formait le centre. N'enchaînez pas ces messieurs ici, monsieur le comte, dit-elle. Ils aimeront autant, s'ils ne jouent pas, respirer au jardin qu'étouffer ici. Ah, madame, dit un vieux général fort galant, qui avait chanté Partons pour la Syrie en 1809, nous n'irons pas seuls au jardin. Soit, dit Mercédès, je vais donc donner l'exemple. Et se tournant vers Monte Cristo, monsieur le comte, dit-elle, faites-moi l'honneur de m'offrir votre bras. Le comte chancela presque à ces simples paroles. Puis, il regarda un moment Mercédès. Ce moment eut la rapidité de l'éclair, et cependant il parut à la comtesse qu'il durait un siècle, tant Monte Cristo avait mis de pensée dans ce seul regard. Il offrit son bras à la comtesse, elle s'y appuya, ou pour mieux dire, elle l'effleura de sa petite main, et tous deux descendirent un des escaliers du perron, bordé de rhododendrons et de camélias. Derrière eux, et par l'autre escalier, s'élancèrent dans le jardin, avec de bruyantes exclamations de plaisir, une vingtaine de promeneurs.